Bonjour. Bonjour à vous, vous avez l'antenne. Radio Burkina vous propose Antenne Directe. Antenne Directe sur les grandes questions de l'heure. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue et merci de nous suivre depuis la salle de conférence du Haut Commissariat des Ballets, ici à Boromo, où votre émission Antenne Directe reçoit aujourd'hui, 27 juin 2020, le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Monsieur Lassane Kabore. Depuis le 28 janvier 2019, il est à la tête de ce département stratégique et régalien. Plus d'un an maintenant qu'il déroule la feuille de route à lui confiée par le président du Faso et le Premier ministre pour une économie burkinabé prospère. Cependant, cette année, les différentes économies du monde font face à plusieurs défis, parmi lesquels l'insécurité et la pandémie du Covid-19. Comment le pays s'active pour la relance de son économie après le Covid-19 ? Quelle est la situation de la mise en œuvre des mesures sociales? Qu'en est-il des revendications du Front social et la satisfaction des différentes plateformes? Quels sont les défis liés à la mobilisation des ressources? Autant de questions que nous allons aborder avec le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement. Amis auditeurs de Radio Burkina, vous pouvez aussi participer à cette émission interactive en posant vos questions. Et pour le faire, appelez sur le 25 33 33 37, 25 30 49 93 ou le 20 53 95. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, rédaction Radio Burkina. C'est Amado Ouedraogo ici à Boromo et Abdoulaye Ouedraogo à Ouagadougou qui se charge de collecter vos différentes préoccupations et questions. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Et le décor est planté. Jean-Gilbert Manga. Merci, Célibola. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous n'avez pas des insomnies? Parce qu'en temps normal, ce n'est déjà pas facile d'être ministre des Finances. N'en parlons pas, cette situation peu enviable du Burkina, insécurité, crise sanitaire et revendications sociales. Est-ce que vous dormez bien? D'abord, merci. Je voudrais remercier la RTB pour cette occasion et souligner que c'est aussi un plaisir pour nous d'être là ce matin pour échanger et surtout partager avec les auditeurs de la RTB. Je voudrais dire que oui, des insomnies, je pense que c'est normal. Non pas par la charge du travail, mais surtout les insomnies liées au fait que nous avons tous des préoccupations pour notre pays. Des préoccupations d'ordre sécuritaire, des préoccupations liées au coronavirus et bien sûr l'ensemble des challenges que nous devons faire pour hisser notre économie parmi les économies en tout cas qui se prospèrent et qui se développent. Donc ça fait partie des problèmes. Donc voilà. Donc les insomnies existent, mais ce n'est pas lié à la gestion quotidienne. Vous ne vous dites pas, mais bon sang, qui est-ce qui m'a poussé à quitter mon Abuja paisible pour me retrouver à la tête de ce département? Non, vous savez que c'est un devoir pour chacun de nous. D'abord, ce fut un honneur, parce que, comme je l'ai toujours dit, nous avons quand même plus de 18 millions de Burkinabés. Et si le choix s'est fait pour que vous puissiez donc venir être à la tête d'un département tel que les finances, qui, soit dit en passant, c'est un département quand même au cœur de l'ensemble des activités, je pense que c'est une confiance et c'est un honneur pour vous de l'accepter. Et je n'ai aucun regret. Et pour moi, quand le devoir nous appelle, partout où nous sommes, nous devons y aller. Alors, monsieur le ministre, comment se porte l'économie burkinabé aujourd'hui dans l'ensemble? Dans l'ensemble, il faut dire que l'économie burkinabé quand même se porte bien, malgré cette situation difficile qu'on attend, on est en passe de surmonter avec le Covid. Il faut dire qu'en 2019, déjà, lorsque nous regardons
malgré le fait que la situation sécuritaire de notre pays s'est dégradée, on a maintenu quand même la 3e performance en termes de croissance au niveau de la zone UEMOA. C'est-à-dire qu'après la Côte d'Ivoire et le Bénin, le Burkina suit. Donc sur 8, ça veut dire qu'à quelque part, il y a une très bonne gestion. La croissance de quelle ordre? La croissance est de 5,7. Et vous savez que déjà, si nous prenons la moyenne des 5 dernières années, nous sommes à une moyenne de 6,2. Ça montre qu'on a une croissance soutenue. On a donc une économie résiliente. Et là-dessus, je pense que beaucoup d'efforts ont été, en tout cas, déployés par l'ensemble des acteurs sur le plan économique pour maintenir, en tout cas, ce taux de croissance. Le Covid est passé par là et il est sans conséquence pour l'économie nationale. Justement, 2020, comme je l'ai dit maintenant, va être une année assez difficile parce que Covid est passé par là. Et initialement, nous avons des projections de croissance de 6,3. Et malheureusement, avec Covid, les derniers ajustements du moins que nous avons eus avec nos discussions sur la loi de finances rectificative et avec le FMI, nous tablons sur une croissance qui sortira autour de 2,8. Donc ça veut dire que l'impact de Covid nous coûtera quelque chose de 3,5 points de croissance que nous allons donc connaître du fait de baisse justement du fait de l'impact de la maladie à coronavirus. Baisse également au niveau des recettes fiscales. Un de vos conseillers parlait récemment de l'ordre de 12%. Et si on doit ajouter les mesures, les efforts du gouvernement, on ira à 16%. En termes d'ordre de grandeur de valeur, c'est évalué à combien de francs CFA? En termes d'ordre de valeur, aujourd'hui, nous sommes autour de presque 300 milliards en termes de baisse de recettes. Vous savez que dans l'annonce du chef de l'État, nous étions à 306. Nous continuons toujours d'évoluer. Les dernières projections, nous tablons en tout cas autour de 300. Si nous ajoutons bien sûr toutes les pertes. Mais je dois dire que c'est des projections. Nous avons l'espoir que les mesures de relance que nous allons faire vont permettre donc de réduire. C'est pourquoi dans la LFR, nous tablons pour une baisse qui va se situer autour de 230 milliards. Voilà. Merci à vous, Monsieur le ministre. Alors, depuis mars et les premiers cas du Covid-19, le Burkina Faso vit au ralenti. Tous les secteurs sont touchés, dont l'économie, vous l'avez dit. Dans ce secteur de l'économie, les administrations de mobilisation des recettes sont durement éprouvées, mais en dépit de tout, elles font de leur mieux. L'impact du Covid-19 sur l'activité douanière. Au poste de Dakoula, c'est un reportage signé Brice Quintek. Cet élément, donc, autre localité, même situation de la frontière ivoirienne à Bobo-Dioulasso. Les activités au service de douane tournent au ralenti. Suivant ce reportage, cette fois signé de Rufin Wenemi Dipama. La maladie à coronavirus a impacté négativement les recettes douanières au niveau du port sec de Bobo-Dioulasso. Patrick Yamiogo, inspecteur divisionnaire des douanes au port sec de Bobo-Dioulasso. Nous sommes malheureusement en termes de valeur absolue, nous sommes être faits en l'espace de 5 mois. Les hydrocarbures sont les principaux produits ayant contribué à la baisse des recettes douanières et ce à cause de la baisse du prix du baril à l'international. À cela s'ajoutent les produits des grandes structures comme la Sofitex, la Prakina et les mines dont les opérations n'ont pu être effectuées à cause du confinement et de la fermeture des frontières, nous dit Patrick Yamiogo. Sonabi ici et ses marketeurs nous permettent d'engranger pratiquement 60% de nos chiffres chaque mois. Donc, c'est-à-dire quand on a 11 milliards, pratiquement 6 milliards et demi proviennent des ressources générées à partir des taxes prélevées sur les hydrocarbures. Le flux des opérations douanières a donc baissé non seulement du côté de la voie routière, mais aussi du côté de la voie ferroviaire. Un tour fait à Niangoloko, frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, et le constat est sans appel. Quelques camions en file indienne attendent le contrôle avant de rallier Bobo-Dioulasso pour le dédouanement. Toussaint Kakambega est l'inspecteur principal du bureau des douanes de Niangoloko. Nous avions, avant la pandémie, une soixantaine de camions à l'importation par jour. Mais actuellement, nous tournons autour de 40
camions par jour. Donc ça montre clairement qu'il y a eu une baisse du volume des importations. Mais il faut signaler aussi que depuis le début du mois de juin, fin mai, début juin, on note une légère tendance à la hausse. En avril, nous étions à environ 75% taux de recouvrement par rapport à l'année dernière. Mais au mois de mai, nous avons fait pratiquement les mêmes performances que l'année dernière. De Bobo Dioulasso et pour la RTB, Rufine Ouenemi Dipama. Monsieur le ministre, à l'instant, vous avez suivi avec notre reporter Rufine Ouenemi Dipama ce reportage réalisé justement à la frontière ivoirienne et à Bobo Dioulasso au port sec. Quelle est la situation au niveau? Quelle est la conséquence de cette situation sur les charges de l'État? Est-ce que l'État va renoncer justement à certains de ses engagements au regard de cette crise? Merci beaucoup. Je reviendrai certainement sur l'impact sur les recettes en permettant au DG des douanes de pouvoir donner quelques informations complémentaires. Je sais que DGI aussi est là, certainement ça viendra. Mais déjà sur les engagements, vous savez que la loi de finances rectificative, nous avons été obligés effectivement d'annuler un certain nombre de lignes budgétaires qu'on avait donc acceptées dans la loi de finances initiale pour pouvoir faire face justement, non seulement à la contraction, mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a une augmentation des charges. Donc nous sommes dans un effet double, nous avons une baisse des recettes et nous devons donc encore dépenser plus d'argent, aussi bien pour le secteur de la santé que sur le volet social et bien sûr la relance économique. Ce qui fait que nous avons été obligés donc de revoir nos priorités, de revoir certains engagements qui n'étaient pas donc mis en exécution pour faire ce que nous appelons les réajustements budgétaires. C'est vrai, donc certains investissements non essentiels vont être impactés. Certaines charges ont été réduites parce que vous savez que Covid a quelque part aussi, ça nous a diminué les frais d'émission, ça nous a diminué les mouvements, les voyages. Donc nous avons essayé d'économiser au maximum sur ces frais-là pour réinjecter donc dans le cas du Covid, donc pour tenir compte aussi de la baisse des recettes. Donc voilà ce qui va être fait, mais d'une manière, les autres aspects liés aux engagements du pays par rapport à ce qu'il a pris, que ce soit avec les acteurs, nos partenaires sociaux, que ce soit avec vis-à-vis de l'extérieur, nous avons pris les dispositions pour respecter l'ensemble de ces engagements, en tout cas par rapport à vis-à-vis de nos partenaires financiers à l'extérieur, vis-à-vis de nos partenaires intérieurs et vis-à-vis de nos partenaires sociaux. Monsieur le ministre, le gouvernement s'était fixé de mobiliser près de 178 milliards pour financer son plan de riposte. Où en est-on avec ce chapitre? Oui, merci beaucoup. Sur ce volet précis, il faut dire que au-delà des 178, nous avons donc, vous pouvez ajouter les autres volets qui concernent donc le volet social, la relance économique, ce qui a mené bien sûr l'ensemble du plan à 394 milliards, comme vous le savez. Donc, vous noterez que l'ensemble de ces investissements, il y a d'abord ce qu'on appelle les dépenses urgentes que nous devons faire face, mais il y a tout ce qu'on appelle la mise à niveau qui ne peut pas se faire dans le cadre donc d'un budget annuel. Nous sommes déjà, le Covid est là, il nous reste 6 mois, donc il faut être réaliste. C'est pourquoi la programmation de l'ensemble de ces dépenses-là va se faire sur au moins 3 exercices. Donc 2020, 2021 et résiduellement 2022. Parce que lorsque vous voulez mettre à niveau vos plateaux techniques, lorsque vous voulez construire, vous ne pouvez pas le faire dans ni l'équipement, ni la construction. Donc nous avons planifié et naturellement sur le budget 2020, avec la loi de finances rectificative, une grande partie serait prise en charge et les autres seront naturellement programmés pour l'année 2021 et 2022. Alors, le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, on le sait, a pris un certain nombre d'engagements, de mesures allant justement dans ce sens, notamment l'appui au secteur de l'économie nationale. Où en êtes-vous aujourd'hui avec l'application de ces mesures, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Au titre des affaires, la relance... Vous savez que les mesures du chef de l'État, comme je le disais, donc touchent plusieurs volets. Mais vous avez, comme la question est précise sur le volet relance économique, il faut dire que d'abord, la relance économique sous-tend que nous devons donc
finaliser ce plan pour attaquer la relance à fin juin, tel que nous avons projeté dans notre plan qui était de 3 mois. Parce que la crise, si vous avez vu toutes les mesures sociales, gratuité, ainsi de suite, nous avons planifié que cela allait prendre fin à fin juin. Bon, on touche du bois, Dieu merci. Nos projections semblent se consolider. Nous sommes en train de reprendre l'activité progressivement. Donc, ce qui veut dire que c'est maintenant qu'il faut faire les mesures de relance. Parce que si vous le faites avant, pour que la société ne peut pas fonctionner, ça ne sert à rien. Donc, les mesures de relance, c'est maintenant. Et nous sommes vraiment à fin prêt, parce que le processus va se faire à travers une combinaison des systèmes bancaires et bien sûr des institutions financières que nous avons dans notre pays. Concrètement, courant les semaines à venir, nous allons signer donc des protocoles d'accord avec les banques, avec tout le mécanisme d'accompagnement, parce que nous estimons que ces entreprises de toute façon sont déjà accompagnées par des banques. Et bien sûr, vous aurez aussi les petits qui vont s'adresser aux différents fonds, donc ces guichets seront mis en œuvre. Donc la loi de finances rectificative prévoit déjà un montant de 70 milliards sur les 100 milliards annoncés par le chef de l'État, donc qui seront donc mis en œuvre pour cette année pour permettre donc d'accompagner ces différentes entreprises. Alors, dans l'ensemble, les PME et PMI donc, ont été éprouvés par les conséquences de cette pandémie. Je vous propose d'écouter Dr Boukari Sawadogo. Il est le directeur justement du centre de gestion agréé de Ouagadougou, le CGA, qui accompagne justement l'informel vers le formel. Le Covid-19 aujourd'hui a eu un choc terrible sur les acteurs de l'économie informelle. Parce que quand vous fonctionnez au jour le jour, quand vous n'avez pas un partenaire financier avec lequel vous travaillez de façon structurelle, il va sans dire que s'il y a un choc, vous êtes le premier financier, vous êtes le premier acteur, c'est-à-dire à vivre le phénomène, et les clients, c'est de façon directe. Donc ce qui veut dire que c'est les acteurs les plus exposés, même s'il y a d'autres types d'acteurs qui sont exposés du fait de la prise de mesures par le gouvernement. Et là encore, vous savez que le gouvernement a pris des mesures pour dire qu'il y aura donc des appuis à l'endroit d'acteurs du fait qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. C'est vrai qu'on n'a pas les éléments de détail là-dessus, mais pour ce qui concerne les acteurs de l'économie informelle, au regard même de leur statut, même la mise en œuvre de mesures d'accompagnement peut être difficile. Parce que quand on ne vous connaît pas, quand on ne connaît pas votre taille, quand on ne sait pas quelle est votre production, il est difficile de dire qu'on va vous accompagner. Et tous ceux qui faisaient du zéro chiffre d'affaires, de 10 francs de chiffre d'affaires, de 100 francs de chiffre d'affaires, diront qu'ils font 1 million, 2 millions, 15 millions de chiffre d'affaires. Alors ça devient difficile. Monsieur le ministre, réaction, on a comme l'impression que le secteur informel, qui devient maintenant l'économie informelle, est pratiquement oublié dans ces mesures sociales. Quand on regarde son poids, son volume par rapport à ce que vous allez consentir comme effort financier. Le secteur informel n'est pas oublié. Vous savez que déjà dans le plan qui va sortir, nous avons prévu des montants donc logés spécifiquement à des guichets. Je donnerai l'exemple, par exemple, du FASI et du FAPE, ce sont le fonds d'appui au secteur informel. Vous avez au niveau du FARF que le chef de l'État a annoncé 5 milliards qui seront logés. Et vous avez bien sûr le fonds burkinabé de développement économique qui va accompagner. Mais il faut se dire une chose. L'objectif du gouvernement, justement, et pour rejoindre un peu ce que le directeur, Dr Ouedraogo du CGA disait, nous devons donc travailler aussi à faire en sorte que nos appuis permettent à ces entreprises, à ces des entreprises du secteur informel, de se formaliser. Et cela, c'est véritablement important. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous allons rester dans l'informel. Et c'est pourquoi nous encourageons, ces montants vont être remis à ces fonds à des taux réduits. Mais nous allons aussi avoir un pacte avec le CGA pour que toutes ces entreprises qui vont bénéficier, nous sommes là autour d'un taux de 3,5%, un taux réduit que nous allons accorder autour de 3,5%. Alors que vous savez que ces structures, même si elles veulent aller au secteur de la microfinance, ils n'ont pas un minimum de 15. Donc, mais cela, nous allons faire en sorte que le CGA joue un rôle crucial, central,
d'accompagnement, de structuration pour permettre à ces gens, peut-être que de les accompagner petit à petit pour qu'ils grandissent et qu'ils quittent le secteur informel. Donc, ils ne sont pas délaissés. Il est prévu une batterie de mesures pour eux. Et je dois dire que c'est vrai qu'en termes de montant, d'autres diront que c'est faible, mais comme c'est des fonds de revolving, parce qu'en fait, en réalité, quand on vous prête, quand vous remboursez, ces fonds continuent d'exister et ça continue. Donc, c'est du revolving. Ce n'est pas dire que l'État subventionne et reprend. Donc, en quelque part, avec le taux de 3,5, si c'est remboursé, cela génère encore d'autres ressources et nous pensons qu'avec ce mécanisme que nous allons mettre en place, les années à venir, nous pourrons donc toucher quelque chose d'intéressant. Vous avez employé si. Est-ce à dire que vous avez des craintes que certains ne remboursent pas? Et justement, quelles sont les garanties et qui aura droit donc à ce fonds? Est-ce qu'un commerçant qui est installé aux abords de la grande voie ici à Boromo peut y postuler? Toute personne peut y postuler. Le si, ça veut dire que dans toute activité, nous sommes quand même économistes, nous savons que quelle que soit votre volonté, il y a un taux d'échec. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes conscients que tous ceux qui viendront, ce n'est pas de leur volonté, il y aura des gens qui vont faire faillite. Ça, c'est normal, c'est dans toute activité normale. Mais nous pensons qu'avec les instruments d'accompagnement, nous pourrons donc permettre de minimiser en tout cas ce risque de faillite. Pour toute personne, qu'il soit à Boromo ou qu'il soit au Burkina, à Ouagadougou, doit pouvoir accéder, parce que je n'ai pas dit, il y a un autre fonds que le gouvernement vient de créer, qui est le FONAFI, qui bénéficie non seulement des ressources extérieures qui viennent de la BOAD, mais qui va aussi bénéficier des ressources au niveau du budget de l'État. Le fonds d'appui au financement des activités. D'ailleurs, le SP est là, le SP Microfinance est là, donc il pourra donc revenir sur ce fonds, qui va aussi contribuer, donc qui va travailler directement avec les structures de microfinance. Donc l'acteur de Boromo, qui est dans une structure de microfinance, peut passer par sa structure de microfinance à Boromo et bénéficier des appuis de ce fonds. Alors, on a les élections justement de novembre qui avancent à grands pas. La CENI évoquait un budget de près de 100 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui le Covid-19 aura en partie raison sur ce budget? Non, ce n'est pas le Covid qui aura raison en partie du budget. Je ne comprends pas bien votre question, mais je vais dire, vous pensez la réduction certainement du budget quand vous parlez en termes de volume. Oui. Non, pour vous dire la vérité, c'était des projections. Vous savez que quand la CENI annonçait le budget de 100 milliards, et nos compatriotes, vous savez que ce budget était beaucoup impacté aussi par le vote des Burkinabés à l'étranger. On estimait à plus de 2-3 millions de Burkinabés à l'étranger. Vous avez vu, l'enrôlement nous donne un chiffre quand même qui est largement, nettement dessus. Ce qui veut dire que déjà, nous allons réduire le nombre de bureaux de vote. Nous allons réduire le nombre d'installations, ce qui va naturellement conduire à une réduction du budget. Nous avons également aussi fait des projections en ce qui concerne, par exemple, les équipements pour le nombre de bureaux de vote au niveau national. L'enrôlement avait estimé que peut-être on aura combien de millions de Burkinabés en plus. Nous sommes là-dessus. Nous verrons quel est le volume réel à la fin qui va nous donner le juste milieu. Donc, tout cela, avec les projections, ont permis donc de réajuster le budget de la CENI, des élections, d'une manière globale, et qui sont aujourd'hui, en tout cas, à des proportions assez acceptables. Nous sommes dans la phase finale et ce budget se tournera autour de 50 milliards. Alors aujourd'hui, on est tenté de vous poser cette question. Quelle est la contribution de chaque Burkinabé pour la relance justement économique dans le pays? Il faut que sur ce plan, nous souhaitons vraiment que les Burkinabés se convainquent d'une chose, que la relance, effectivement, l'État fera sa partition, mais chaque Burkinabé doit jouer aussi son rôle. Et la contribution, la première contribution, c'est d'abord le civisme fiscal. Parce que pour faire cette relance, nous sommes obligés de compter d'abord sur nos propres forces. Et compter sur nos propres forces, ça veut dire savoir mobiliser le maximum. C'est vrai que les services de la douane, mes services en douane et impôts, les agents donc, sont encouragés à mettre les bouchées doubles pour en tout cas recouvrer le maximum. Mais je pense que le rôle aussi des citoyens de la sensibilisation doit permettre que chacun puisse en tout cas apporter sa pierre. L'autre volet que je voudrais donc dire,
c'est d'inviter les Burkinabés à accélérer ou à avoir confiance à leur production. Vous savez que Covid nous a montré que finalement, c'est bon que nous développons nous-mêmes notre production locale, que nous consommons local. C'est vrai que les Burkinabés ont déjà l'avantage d'être déjà dans cette lancée. Quand on voit nos habillements, quand on voit le chef de l'État, l'encouragement, quand on voit tout ce que nous avons mis. Et c'est bon que nous puissions donc, à travers donc, ce Covid, tirer des leçons et travailler justement à développer mieux donc, notre production nationale, locale, à rendre ces productions qualitatives et à inciter nos compatriotes à consommer plus burkinabé. Vous comptez donc sur chaque fils et chaque fille de ce pays pour la relance économique, mais également sur les partenaires techniques et financiers. Quelle peut être leur contribution? Il y a, cette semaine, l'Union européenne a annoncé près de 40 milliards. Est-ce que ces 40 milliards étaient déjà inclus dans votre plan de relance ou c'est un bonus? D'abord, il faut remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour la mobilisation exemplaire, parce que dès que Covid est arrivé, nous avons donc eu des concertations permanentes avec l'ensemble de ces partenaires, et ce qui nous a permis donc d'arrêter et des schémas d'accompagnement. Ces montants qui sont annoncés étaient effectivement budgétisés. La seule chose, c'est que nous avons avancé. Parce que ce qu'on devait décaisser en 2021, puisque nous savons qu'avec l'Union européenne, nous avons un programme. Donc, on essaie de les ramener, donc d'accélérer le décaissement en 2020, une partie, pour permettre donc de répondre rapidement aux préoccupations, aux enjeux du Covid. Donc, c'est pour dire que ce soit l'Union européenne, que ce soit les autres acteurs, la Banque mondiale ou d'autres partenaires, ces montants, donc, il y avait des projections, mais il y a des montants qui sont venus s'ajouter. Je donnerai par exemple l'appui d'urgence de la Banque mondiale, où nous avons initialement, par exemple, 100 millions, qui est devenu 150 millions, parce que justement, à cause du Covid, la banque non seulement a fait un effort pour ajouter 50 millions de dollars, mais a fait l'effort pour que ça soit décaissé dans le mois de juin. On sait que quand vous les financez, vous parlez de 100 millions, 150 millions de dollars. Oui, bien sûr, millions de dollars. C'est vrai que quand je parle de la Banque mondiale, c'est en dollars. Ouais. Alors, monsieur le ministre, on apprend également que la BCEAO a baissé son taux directeur de 2,5% à 2% en français facile. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Et quelle est en tout cas la conséquence d'une telle décision pour l'économie burkinabé? Il faut dire que dans le cadre, justement, pour accompagner nos États membres dans la lutte contre la maladie à coronavirus et surtout pour permettre le refinancement adéquat de nos économies, la BCEAO a effectivement décidé de créer un guichet Covid, qui l'a mis à un taux de 2,5%. Et ce guichet, donc, devait permettre à nos États d'aller, donc, faire des émissions sur le marché, relever, mobiliser des ressources moins chères pour pouvoir donc faire face à nos besoins de financement. Et c'est dans ce cadre justement que les différents pays ont fait des émissions. Le Burkina en a fait. Et les banques donc peuvent aller sur ce guichet, avoir les ressources moins chères pour nous accompagner. À titre d'exemple, doit être notre dernière émission. Par exemple, sur les bons Covid, on était à une moyenne, le taux de sortie autour de 3 et quelques %. Ce qui n'est pas le cas. Lorsque nous faisons les bons normalement, c'est autour de 5. Donc ça veut dire qu'à quelque part, cette mesure est salutaire. Alors quel moyen de pression vous avez sur les banques et qui ne vont pas vouloir justement s'y conformer? Non, il n'y a pas de dire qu'il y a des moyens de pression. Nous travaillons en bonne synergie avec la BCEAO. Vous savez que pour que vous puissiez donc être réadmis dans les différents compartiments pour refinancer, il faut que vous jouez le jeu. Non, la BCEAO avec nous suivons. C'est comme tout ce qu'on a pris comme les mesures liées aux gratuités, sur la baisse des taux d'intérêt, les gratuités que nous avons acceptées sur les résultats de cartes. Tout est fait, c'est suivi et les banques jouent le jeu parce que nous avons une concertation permanente avec l'association professionnelle des banques. Et vous savez qu'ils sont quand même sous tutelle du ministre des Finances. Et nous travaillons toujours ensemble et cela se passe. Maintenant, s'il y a des problèmes constatés par les clients, nous invitons aussi les clients à relayer s'ils ont des difficultés et je pense que c'est comme ça qu'ensemble nous pouvons donc corriger. Mais ce n'est pas une question de moyens de pression. Il y a une association qui est bien structurée,
Et naturellement, tout ce qui est pris en charge au niveau de la BCEAO est bien sûr approuvé par le Conseil des ministres, puisque nous venons d'ailleurs de faire le dernier Conseil des ministres de l'UEMOA hier. Donc tout ce qui est pris, c'est approuvé par le Conseil des ministres et naturellement, c'est appliqué et les banques progressivement l'appliquent dans le cadre de leur financement à l'économie. Monsieur le ministre, justement, quelles sont vos relations? Je veux parler de relations gouvernement, établissement financier. Dans certains pays, les banques sont très réticentes à prêter au gouvernement. Est-ce qu'au Burkina, c'est le cas? En tout cas, au Burkina, pour le moment, ça va parce que je peux dire peut-être que c'est parce qu'on a une bonne signature, parce que nous n'avons jamais fait défaut. C'est ce que je répondais à la question quand il parlait d'engagement. Nous n'avons jamais fait défaut en termes de remboursement, en tout cas de nos différentes émissions. Ce qui fait que naturellement, nous avons cette confiance et nous n'avons pas de difficultés pour que les banques, en tout cas, accompagnent. Ce que nous travaillons plutôt avec les banques, c'est comment faire en sorte, c'est notre partition aussi, que les banques puissent mieux financer l'économie. Et cela, l'État aussi a un rôle à jouer. Je donne l'exemple des titres fonciers, par exemple. Comment nous allons faire pour que, par exemple, les titres de sûreté puissent être disponibles? Comment nous allons faire pour que, peut-être, le bureau de crédit qui doit permettre aux banques de s'assurer que XY est quelqu'un qui n'est pas sérieux parce qu'il a déjà eu beaucoup de crédits par-ci, par-là. Il faut que nous accompagnions les banques à travers ces instruments pour que, bien sûr, les banques puissent financer adéquatement l'économie. Voilà ce qu'on fait. Voilà, l'émission est interactive. 25 43 33 36 25 30 49 93 ou le 20 53 95. Et à ce propos, nous avons Amadou Ouedraogo qui a collecté quelques préoccupations justement de nos auditeurs ce matin. Amadou Ouedraogo, bonjour. Bonjour Seri Baoula, bonjour à tous. Ce sont des questions que nous avons recueillies sur la page Facebook. La première question est de Diakaria Siribié. Lui, il pose deux questions. Il dit, dans un pays pauvre comme le Burkina, un ministre ou un fonctionnaire qui se dit première classe touche des salaires à des coûts exorbitants et les autres touchent les salaires maigres et pourtant, ils oublient de nous faire savoir que le pays est endetté. Alors, monsieur le ministre, pourquoi ne pas revoir ces côtés de salaire de haut niveau? Et sa deuxième préoccupation, c'est pourquoi vouloir relancer l'économie dans un contexte de Covid-19. Brice Touende Louga, lui, il dit, monsieur le ministre, un pays dont sa population a mal, il y a l'insécurité, le Covid-19, la pauvreté, etc., aura des difficultés pour participer au PIB. N'est-il pas nécessaire d'investir en les hommes et son côté social afin de booster l'économie? Yaya Ebié dit, monsieur le ministre, quelle politique avez-vous entrepris pour aider les familles vulnérables en ces temps de Covid-19? Il y a Brice Touende Louga qui revient. Il dit, monsieur le ministre, recevez nos félicitations pour l'ensemble du gouvernement pour les efforts fournis quant aux mesures prises pour une résilience des populations face au Covid-19 et voir l'impact de l'insécurité ayant fait beaucoup de déplacés internes. Monsieur le ministre, les travailleurs du ministère en charge des questions humanitaires jouent un rôle déterminant en matière de prévention et de lutte contre le Covid-19. Pourtant, au Burkina, et particulièrement dans les zones où l'insécurité se fait sentir. La suite... C'est sûr que c'est pour demander pourquoi il n'y a pas des indemnités spécifiques. Voilà, il dit, associés à la prise en charge des déplacés internes, les travailleurs sociaux font des pieds et des mains pour y faire face malgré les conditions de vie et de travail très difficiles du fait de l'absence de statut particulier. Monsieur le ministre, seriez-vous favorable à une amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de ces ministères? Si oui, concrètement, quel engagement peut-on attendre de vous? Si l'on sait que ces travailleurs participent à l'atteinte des objectifs liés au capital humain et
de la solidarité dont se dégage la paix pour un pays. Ce sont là les quelques préoccupations. Voilà, merci à vous, Amadou Ouedraogo, en tout cas pour cette batterie de questions et préoccupations. Monsieur le ministre, alors, quelles sont les mesures concrètement pour les familles vulnérables dans le contexte de Covid-19, concrètement? Merci beaucoup. Je vais donc, sur ce point, donner quelques exemples de mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du plan, l'annonce qui a été faite par le chef de l'État le 2 avril dernier. Lorsque le chef de l'État a annoncé une batterie de mesures, d'abord, vous savez, la gratuité, parce que les gens oublient, la gratuité de l'eau et de l'électricité faisait partie de ces mesures sociales-là pour faire face. Parce que on savait qu'avec Covid, beaucoup de gens donc, qui étaient concernés, que ce soit l'accès à l'eau, peuvent avoir des difficultés en termes d'utilisation de revenus, parce qu'il y avait le secteur informel. Il y a également les autres volets qui concernent la distribution gratuite. Parce que là, souvent on m'a posé la question que oui, l'eau et l'électricité, c'est pour les villes. J'ai dit oui, c'est pour les villes, mais n'oubliez pas que dans les villes aussi, il y a beaucoup de personnes vulnérables. Ce n'est pas parce qu'on est en ville qu'ils ne sont pas vulnérables. Deuxièmement, la distribution gratuite en termes donc, de vivres devrait aussi permettre justement d'atteindre ces couches qui sont hors des villes, et cela a été donc acté, donc les ressources ont été mises en œuvre. Et le troisième, c'est le cash transfert. Ça, on n'en parle pas trop. Nous avons fait quand même, il y a un programme de cash transfert de 11 milliards que nous sommes en train de faire, justement sur des populations vulnérables ciblées qui reçoivent directement des cash transferts pour pouvoir donc les accompagner. Et enfin, nous avons tous les autres batteries liées bien sûr aux boutiques témoins qui vendent à son agesse à des prix réduits que nous avons réouverts partout. Nous avons donc l'accompagnement des agriculteurs à travers donc, les subventions d'intrants et tout de suite. Donc il y a un certain nombre de mesures sociales et quand vous prenez l'un dans l'autre, vous évaluez, nous sommes à peu près à quelque chose de 90 milliards qui seront injectés dans le volet social pour accompagner justement la résilience et travailler en sorte que nous puissions donc quitter la vulnérabilité. Voilà un peu un certain nombre d'actions qui sont prévues dans le plan et qui se déroulent actuellement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de publicité, mais ce sont des mesures déjà concrètes qui sont mises en œuvre à travers le pays. Restons sur ces mesures prises par le chef de l'État. Elles arrivent en tout cas pour certaines à terme dans quelques jours. C'est vrai que c'est vous qui regardez s'il y a possibilité de reconduire ou pas. Est-ce qu'il y a cette possibilité ou bien au niveau de votre ministère, en tout cas, vous n'envisagez plus de reconduction? Je pense que c'est une question assez délicate. Vous avez vu que c'est une annonce du chef de l'État. Mais nous, lorsqu'on regarde la reprise, c'est pourquoi je dis je touche du bois, que nous ayons progressivement le décollage de l'économie parce que les secteurs, on a repris, bon, avec bien sûr toute la sensibilisation sur les gestes barrières que nous devons continuer. Nous avons vu quand même que progressivement nous sommes en train de s'ouvrir. Il va y avoir plutôt d'autres mesures d'accompagnement que nous allons poursuivre. Vous savez que les secteurs sinistrés, nous avons décidé de prendre en charge, par exemple, 70% des salaires des secteurs sinistrés, les restaurants, les agences de voyage qui avaient fermé. Nous avons décidé de prendre 70% des salaires des travailleurs de ces structures-là sur 3 mois. Tout ça pour permettre donc de souffler et donc de repartir calmement. Donc ça va commencer, les paiements vont commencer puisque les commissions sont réunies sous la présidence du ministre en charge du travail et avec la CNSS, tout ce qui ça a été fait, ce travail est fait, donc ce paiement va se faire. Nous allons également aussi accompagner d'autres structures qui sont dans le besoin à travers bien sûr des appuis ciblés. Donc je pense qu'on va plus s'orienter vers ces actions que des actions liées à la gratuité, étant donné que nous pensons que progressivement, nous devons plutôt encourager la reprise de l'économie. Et si tout va bien, avec les mesures qui sont mises en œuvre, nous pensons que ça va pouvoir redémarrer l'économie. Alors, notre auditeur, M. Louga, qui nous écoute présentement, il demande à savoir, est-ce que ce n'est pas intéressant d'investir sur les hommes et le côté social afin de booster l'économie nationale? Que pensez-vous de cette, justement, analyse?
Je le remercie. C'est vrai que c'est important d'investir dans les hommes, et d'ailleurs nous le faisons. S'il regarde un peu notre programme, il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits, en tout cas tout ce qui concerne le volet social, que ce soit sur l'éducation, le secteur de l'éducation et tout ce qui s'en passe. Mais on ne peut pas aussi ne pas tenir compte de l'économie. Vous savez que pour pouvoir générer des ressources et faire en sorte que ces volets, si vous faites de la formation et que les gens sortent et que l'économie ne fonctionne pas, on fait quoi? On va alimenter. Donc il faut d'abord un minimum d'infrastructures, par exemple l'accès à l'énergie. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous allons économiser sur l'accès à l'énergie? Non. C'est pourquoi tous ces programmes structurants, parce que l'énergie, l'accès à l'énergie entraîne automatiquement le développement d'un certain nombre d'activités économiques. Donc nous investissons sur le social, mais nous devons aussi tenir compte des besoins fondamentaux indispensables pour asseoir les bases d'un développement économique. Donc, ce qui fait que les deux volets doivent être regardés, et bien sûr en jugeant, en regardant, et naturellement, le dernier, c'est le volet sécuritaire. Alors, on ne peut pas ignorer ce volet aujourd'hui qui quand même coûte à peu près plus de 20% du budget national. Et encore, on revient encore sur l'éternelle question des revenus. Ces gros salaires dans l'administration publique, apparemment, en tout cas, ces gros salaires se recensent au MINEFID et au ministère de la Justice. On pense que certains pensent que c'est deux poids, deux mesures. Je pense que souvent, il faut que peut-être les financiers communiquent beaucoup. Parce que le MINEFID, pourtant... L'argent n'aime pas le bruit, c'est... Non, le MINEFID est mal logé, malheureusement, en termes de salaire. Si vous prenez les bulletins, vous verrez que le MINEFID est mal logé en termes de salaire. Donc, non, moi, je ne vois pas la question de cette façon. Je vois la question dans le cadre, bien sûr, du travail que nous devons faire dans le cadre de la refonte pour faire en sorte que nous puissions donc réduire les disparités. Vous savez, l'histoire, on n'a pas besoin de revenir. Il y a eu, entre-temps, des statuts particuliers. C'est un héritage qu'on a. Il y a eu beaucoup de statuts particuliers qui ont fait qu'à un moment donné, certaines personnes, certaines couches, certaines structures qui avaient des statuts particuliers ont réussi à avoir des grilles qui, en tout point de vue, en tout cas, dérogent ce que l'ensemble a. Mais je pense que le travail qui est qui est en cours en termes de refonte du système de rémunération doit permettre à terme de résoudre cette préoccupation-là. Mais c'est de lui dire que, parce que quand il parle des hauts revenus de certains niveaux, je voudrais le rassurer qu'il y a effectivement quelques structures, mais c'est pas comme il le croit. C'est pas aux finances comme certains le croient, c'est pas ailleurs. Les revenus sont mesurés et l'essentiel, c'est de faire en sorte que dans notre travail de refonte puisse aboutir le plus tôt possible afin que nous puissions donc trouver une justice, une certaine équité, mais pas une égalité. Il est prévu également une remise à plat des salaires, justement parlant de cette question. Est-ce que finalement, on est tenté de dire que c'est un serpent de mer? On n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Non, ce n'est pas un serpent de mer. C'est la remise à plat, elle n'est pas un serpent de mer. Vous savez que le fond, le problème fondamental est que certains textes que nous avons dans le cadre de la remise à plat étaient liés à des lois organiques. Même si le travail technique avance, mais ce sont des textes que vous ne pouvez pas, pour certaines, en tout cas, catégories de personnes, si vous voulez toucher à leur rémunération dans le cadre de la remise à plat, vous êtes obligé d'aller modifier la loi, et c'est une loi organique. Une loi organique, ça veut dire que vous avez deux choix. Soit c'est lors d'un référendum, lors de la Constitution, que vous modifiez cela, ou bien il faut avoir une certaine majorité à l'Assemblée pour le faire. Donc, c'est un travail, et je pense que lorsque les équipes techniques seront prêtes, le gouvernement présentera ce rapport pour voir concrètement, et vous savez qu'il y a d'autres, au fur et à mesure, vous avez vu l'action sociale, donc il y a d'autres corps qui posent, et tout ça c'est en train d'analyser pour que lorsqu'on va arriver à terme sur ce dossier,
que nous n'ayons pas, en tout cas, des difficultés. Donc les équipes techniques continuent de travailler et je pense que d'ici là, nous pourrons être prêts. La dernière question, ce n'est pas une revendication syndicale, mais c'est plutôt une doléance. Serez-vous favorable à une amélioration des conditions de vie et de travail, donc le travail de l'action humanitaire? Si oui, qu'est-ce qui peut être fait? Non, la question telle que posée m'a fait sourire parce que non, le ministre des Finances a toujours été favorable pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Mais j'ai toujours dit que nous le faisons dans la limite de nos moyens. C'est-à-dire que sinon, il n'y a aucun ministre des Finances ou aucun membre du gouvernement qui peut se lever et dire qu'il est contre l'amélioration des conditions de vie. Nous sommes tous partants, et le ministre des Finances en tête, nous sommes partants pour l'amélioration, mais nous regardons ce que nous avons comme réalité. Si les ressources permettent d'y faire face, nous allons aller. Vous savez déjà que nous sommes l'un des pays aussi qui a totalement dérapé en termes de masse salariale. Nous sommes déjà à plus de 50%. Donc, il faut mettre tout cela. Parce que si nous voulons nous développer, si nous devons faire face à des investissements, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de cela. Donc, que sa préoccupation est prise en charge et que c'est comme tout autre secteur. Je sais que les journalistes que vous êtes, vous avez aussi, il y a eu des revendications. Donc, tout ça s'est mis dans le panier. C'est en train de faire un travail. Donc, en tenant compte, bien sûr, de nos possibilités, nous pourrons donc regarder tout ce qui se fait par ailleurs. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Nous ouvrons à présent le deuxième volet de cette émission Antenne Directe consacrée au ministère en charge de l'économie, des finances et du développement, réforme et mobilisation des ressources financières. Le ministère a opéré un certain nombre de réformes au niveau des structures de mobilisation des recettes, matérialisées entre autres par la télédéclaration, le télépaiement et bien d'autres outils en ligne. Quelques-unes de ces réformes avec Amadou Oudraogo. Accueil tout de même satisfaisant, mais service pas toujours exécuté pour plusieurs raisons. Les usagers du service des impôts de l'arrondissement 4 de Ouagadougou apprécient diversement le service qui leur est offert. J'ai fait quand même près de 3-4 heures de temps. Très respectueux parce qu'on échangeait quoi. En tout cas, je ne me plains pas. Je ne suis pas satisfait puisque mon problème n'est pas résolu. Mais bon, l'accueil, j'ai apprécié. Vraiment, j'ai été satisfaite. Je croyais que ça allait être compliqué, mais c'était très facile avec moi. Je suis venue pour une succession. J'ai pu déposer. On m'a dit de repasser. Ils vont m'appeler, je vais passer prendre. Vraiment, ils font leur service comme il se doit. Ici, c'est nul. Depuis matin, je suis là. J'ai d'autres choses à faire. J'arrive, je parle même au monsieur qui est au guichet. Il ne répond pas. C'est comme si on est venu pour demander. Alors, on est venu pour régler nos problèmes. On paye les cotisations tout moment, mais le service n'est pas bien fait. Quand on lui parle même, il n'écoute même pas. Est-ce qu'on peut dire quelque chose encore dans ce pays-là? Est-ce qu'on veut travailler? Moi, je suis dans le domaine de la restauration. On a fermé pendant 3 mois. On vient de reprendre. Donc, le peu que tu as là, tu viens seulement pour pouvoir diminuer les charges. Ils ont dit qu'il n'y a pas de réseau. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Je voulais payer la taxe de résidence pour pouvoir faire, en tout cas, mon enregistrement pour le de compte fiscal. Bon, on est là, ça fait à peu près un bout de temps, mais heureusement, ils ont fait appel à un technicien qui est venu. Et moi, je m'apprête à aller prendre ma taxe de résidence parce que le réseau est venu. Cependant, il faut mettre les moyens pour améliorer la qualité du service. C'est l'avis de certains usagers que nous avons rencontrés devant le service. L'État devait travailler de telle sorte qu'il y ait de la fluidité, qu'il n'y ait pas de problème de réseau. Si les usagers veulent payer leurs impôts, les usagers veulent être en règle, il y a un problème de réseau. Non seulement ça pénalise les usagers et à coup sûr à l'État. Donc par conséquent, moi, je pense qu'ils doivent travailler techniquement pour qu'il n'y ait pas de problème technique. Certes, ça peut survenir d'un moment à un autre. Mais plusieurs fois, on part dans cette structure qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Moi, je pense qu'il faut qu'ils retravaillent réellement avec les nouvelles technologies. Même si on sait que ça coûte cher, mais il faut que l'État mette les moyens pour pouvoir mieux encaisser les ressources pour le développement du pays. Bon, moi, je trouve que vraiment, c'est pas comme ça. Si on peut vraiment améliorer. Je parle à la CNSS depuis des années, mais il n'y a jamais eu de problème de réseau. Les derniers délais, il n'y avait pas de réseau. Maintenant, je vois que maintenant, c'est à tout moment qu'il n'y a pas de réseau. Pourtant, certains services sont digitalisés, mais selon les usagers, ils préfèrent venir dans leur site habituel pour ne pas avoir de problème au niveau des banques de la place. Monsieur le ministre, vous avez suivi ce reportage. Réaction? Oui, d'abord, c'est de remercier l'ensemble de nos partenaires qui
On nous encourage en tout cas à avancer dans le sens de la modernisation et de l'amélioration des conditions de travail. Et je note véritablement cette préoccupation et cette perte de réseau qui a été entre-temps aussi abusivement utilisée par nos collaborateurs lorsqu'ils faisaient des mouvements d'humeur. Nous sommes en train de travailler, il faut être réaliste, petit à petit à résoudre. Je laisserai certainement la parole au directeur général des impôts pour qu'il revienne là-dessus. Sur Ouaga et Bobo, nous avons décidé de faire des lignes spécialisées. C'est vrai que ça va nous permettre de voir réellement après, est-ce que la perte des réseaux est liée à des individus ou bien c'est réellement des pertes de réseaux. C'est vrai que notre usine a des difficultés, donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire des lignes spécialisées. Nous sommes là-dessus sur Ouaga et Bobo. Et s'il y a le baladeur, je laisserai le directeur général des impôts tout de suite pour donner quelques points. Il est où déjà? Voilà, pour donner comment ce projet évolue. Et là-dessus, je reviendrai certainement pour conclure. Mais c'est de vous dire que c'est vraiment une préoccupation à notre niveau. Et nous souhaitons en tout cas que Ouaga et Bobo, surtout les grands centres, que nous puissions donc résoudre définitivement cette question de perte de réseau. Donc DGI, vous pouvez donc dire 2 mots par rapport à l'évolution. D'accord, merci Monsieur le ministre. En ce qui concerne donc le réseau, c'est une réalité et comme Monsieur le ministre l'a si bien dit, lors des mouvements d'humeur, effectivement, le réseau a été utilisé comme prétexte. Bon. Mais c'est une réalité. Nous avons des problèmes de réseau et donc nous avons conclu une convention avec Orange pour donc avoir des lignes spécialisées. Et donc les travaux sont en cours et actuellement à Bobo, tout a été basculé. Donc on ne peut plus parler véritablement de problèmes de réseau au niveau de Bobo Dioulasso. Et bientôt, ça sera donc le tour de Ouagadougou. Et il y a des sites expérimentaux tels que Yako et Coupela, etc. Et là, on ne parle même plus de problèmes de réseau. Donc, très bientôt, la question du réseau va être réglée. Voilà. Donc, Monsieur le directeur général des impôts, Monsieur Mouné Lougué, Monsieur le ministre, alors, ces innovations, c'est pour donc moderniser l'administration fiscale. Est-ce que déjà ce qui est fait mobilise les recettes à la hauteur de vos attentes? Merci beaucoup. Non, ce qui est fait mobilise effectivement suffisamment, mais on ne peut pas dire à la hauteur de nos attentes parce que nous avons beaucoup plus d'ambition. Nous pensons qu'il y a toujours des marges de progression. Aujourd'hui, déjà, à travers donc au niveau des impôts, par exemple, à travers les e-paiements, les télédéclarations, nous avons quelque chose d'un pourcentage de presque 80% qui est déjà sécurisé, ce qui est bien. Mais nous devons travailler. Je pense que l'année prochaine, la loi de finances 2021 fera en sorte que, justement, même les contribuables des moyennes entreprises puissent, eux tous doivent faire donc la télédéclaration des télépaiements. C'est pourquoi nous avons voulu justement qu'il y ait ces lignes spécialisées pour faciliter que les gens puissent donc faire la connectivité facilement à la plateforme, payer et avoir les attestations sans être obligé de se déplacer et de s'aligner. Donc tout ça, nous pensons qu'avec ces lignes et la loi de finances 2021 qui va rendre obligatoire tout ça, et bien sûr avec des autres initiatives qui sont en cours, comme les paiements en utilisant Mobile Cash ou Orange Money, et dans le cadre bien sûr de la contribution au niveau de la micro-entreprise, tout cela va nous permettre donc d'avancer progressivement vers totalement la dématérialisation et l'utilisation des moyens. Mais je dois ajouter que même à la douane, pour la première fois dans la sous-région, nous sommes en train, le DG des douanes est là, nous avons eu des réunions, nous sommes en train de vouloir aller à la douane aussi, bien sûr, au e-paiement, pour permettre justement que les gens puissent dédouaner et payer leurs taxes, leurs droits de douane en ligne sans pouvoir se déplacer. Et tout ça
En tout cas, nous sommes dans cette lancée et maintenant l'objectif, bien sûr, est d'accroître conséquemment les ressources et lutter contre la fraude. Parce que c'est un instrument qui va donc minimiser le contact et permettre donc de mobiliser de manière optimale nos ressources internes. Voilà, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, la Direction générale des impôts est beaucoup attendue dans la mobilisation des recettes fiscales. Du reste, c'est la première institution en termes de mobilisation. Son directeur général revient ici sur les réformes, mais également sur les difficultés de regroupement avec certains partenaires. On écoute à ce sujet Moumouni Lougué. Tous les contribuables, à l'exception des petits contribuables, secteur informel là, peuvent demander et recevoir des services en ligne tels que les attestations de situation fiscale, la certification de leur chiffre d'affaires, le remboursement de crédit TVA, les attestations de retenue à la source, les attestations de situation fiscale, etc., etc. Ça, c'est le service aux contribuables. Donc, nous l'avons développé de sorte qu'on n'a plus besoin, en fait, de se déplacer au niveau des impôts pour avoir donc ces services-là. Alors, le deuxième point, c'est les déclarations des impôts et taxes en ligne. Donc, la quasi-totalité des impôts peuvent être désormais déclarés en ligne, parce qu'il y a des obligations déclaratives. Et enfin, le troisième point, c'est le paiement en ligne. Donc, la quasi-totalité donc, des impôts peuvent être payés en ligne par virement bancaire, par mobile monnaie, etc. Je vous dis en passant que 80% des recouvrements de la DGI sont effectués par téléprocédure. Et d'ici la fin de l'année, nous comptons vraiment atteindre 85% au moins. Avec les grands contribuables, il n'y a aucune difficulté. Par exemple, les contribuables de la direction des grandes entreprises, nous avons une adhésion de 100%. Donc, c'est peut-être avec les contribuables des directions des moyennes entreprises que nous avons encore quelques personnes qui n'ont pas encore adhéré. Antenne directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Monsieur le ministre, moins de contacts, plus de célérité donc dans le paiement, mais on se pose la question de savoir que deviendront certains agents. Bonne question. C'est comme, vous savez, quand je passe en Europe et puis je vois les stations, après je me pose la question, je dis, mais quand ça va arriver chez nous, que ferons-nous de toutes ces pompistes? Parce que vous savez que là-bas, vous descendez, c'est automatisé, il n'y a plus de pompistes, rien. La station est là, avec votre carte, vous servez. Non, mais on va les réformer. Vous savez qu'aujourd'hui, au lieu que mes agents passent le temps à sortir pour faire la collecte, ils vont maintenant passer le temps à épulcher et à analyser. Parce qu'en réalité, la fraude vient de ça. Vous savez que même l'amélioration des textes, c'est parce que lorsque l'évasion fiscale est normale. Parce que quand vous faites vos textes, il y a toujours des gens aussi qui réfléchissent pour voir quelles sont les failles du texte pour utiliser. Mais il vous appartient d'avoir justement cette analyse-là pour vous aussi avancer au fur et à mesure et anticiper. Donc nos agents vont être formés, certains certainement vont avoir des spécialisations. Aujourd'hui, le Burkina, quoi qu'on dise, devient un pays minier. Il faut que j'ai de plus en plus de fiscalistes rompus dans la fiscalité minière. Il faut que j'ai de plus en plus de fiscalistes rompus au niveau, par exemple, des nouvelles technologies. Parce que, je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, la monnaie électronique. On va arriver, on évolue. Qu'est-ce qu'on va, entre-temps, comment on va capter tout ça, ces entreprises et ainsi de suite. Donc, il faut que nous soyons donc nous allons donc travailler dans cette formation, nous allons donc travailler dans la reconversion et faire en sorte justement que nous puissions donc minimiser la perte et l'évasion fiscale. Monsieur le ministre, autre entité, pas des moindres dans la mobilisation des ressources, c'est la douane, maillon important de la chaîne. Elle joue un rôle important, la douane, donc dans la lutte contre la fraude. Je vous invite à suivre ce dossier depuis ce qui a été réalisé à Dakola. La non-déclaration de certains produits ou des factures de marchandises non conformes sont entre autres infractions
constatées fréquemment par le bureau de douane de Dakola. Le chef de poste dit constater également des cas de fraude de carburant. L'inspecteur de douane Marc Bama. On peut avoir des factures qui diminuent de valeur, des factures qui ne reprennent pas la vraie marchandise, surtout les produits qui sont fortement taxés. Soit de la cigarette comptable, il a oublié de camoufler, passer, il ne pourra pas payer. Ou bien il est interdit de dédouaner ici, il ne peut pas avoir de papiers, ils sont oubliés de contourner. Souvent on a des agents que nous plaçons après le bureau, qui essaient de voir ceux qui n'ont pas pu passer par le bureau, qui contournent le bureau, puis les ramènent. En plus de ça, c'est d'être vigilant dans les contrôles sur les documents pour ceux qui ne vont pas vouloir déclarer certaines marchandises. La plupart des infractions que nous constatons, c'est ça. Bon, et puis le problème des carburants, nous on ne peut pas donner des carburants, ça fait que les gens là, sont obligés de contourner. Des fois on tombe sur eux, on les prend, c'est ce problème qu'on a actuellement. Pour faire face à ces infractions, le bureau met l'accent sur le respect strict des règles en vigueur. Et au poste de douane de Dakola, seuls les produits ou marchandises qui répondent aux normes sont dédouanés. L'inspecteur de douane Marc Bama. On a essayé de faire de nos mieux, ça a diminué, les gens m'ont compris que notre principe, c'est d'appliquer la réglementation. Ici, c'est un bureau de transit. On ne peut dédouaner que ce qu'on nous dit de dédouaner. Ce qu'on ne peut pas, on envoie directement à Ouagadougou. Donc, pour éviter qu'il y ait de la fraude, on envoie tout à Ouagadougou. C'est ce qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. En matière de lutte contre la fraude, le poste de transit de Dakola constitue le premier rempart de tri, de veille et de contrôle. Et son équipe, forte d'une 50aine d'agents, est toujours à pied d'œuvre pour tenter d'endiguer le phénomène. Voilà, Monsieur le ministre de la lutte contre la fraude, parlons-en. Eh bien, votre département envisageait une interconnexion avec les administrations douanières de la sous-région. Qu'en est-il justement de ce projet aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vais certainement demander au DG des douanes de revenir en détail sur tout ce que nous sommes en train d'envisager, aussi bien dans l'interconnexion que la modernisation même de l'administration douanière. Vous savez que l'élément est clair. Effectivement, la fraude, c'est une réalité. Au Burkina, nous savons, les gens tenteront toujours pour soustraire, bien sûr, du paiement des impôts ou des droits de douane. C'est ce travail de sensibilisation que je disais au départ. Il faut que chaque maillon sache que, à quelque part, il doit contribuer, bien sûr, à l'effort de redressement de l'économie nationale. Maintenant, lorsque nous prenons au niveau, par exemple, de la douane, il y a un certain nombre de réformes qui vont venir et, naturellement, qui vont changer même la configuration. Il a dit quelque chose. C'est un bureau de transit qui permet de venir à Ouaga. Notre ambition est de faire en sorte que Dakola ne soit plus un bureau de transit. Que les autres bureaux, la même chose, en tout cas nos frontières, ça ne soit pas des bureaux de transit, mais des bureaux pleins. Parce que vous savez, c'est de faire comme si ce sont nos ports. Vous arrivez, dès l'entrée, on vous applique. Si on met donc c'est d'équiper en scanner et tout. Parce qu'à quelque part, ça va même contribuer. Nous sommes aujourd'hui dans la lutte contre l'insécurité. Donc, il faut avoir tout ce matériel de scanner à ses portes et permettre à ces bureaux-là de jouer pleinement leur rôle. Et du coup, ça va permettre de diminuer, en tout cas, de la fraude et d'étouffer, donc de réduire en tout cas tous ces gaps qu'on a. L'interconnexion se passe bien. C'est un processus en cours. DGD, je lui donne la parole pour qu'il avance et vous donne des précisions par rapport à l'interconnexion avec bien sûr la Côte d'Ivoire, le Togo et j'en passe. Donc DGD. Merci bien Monsieur le ministre. Effectivement, par rapport à l'interconnexion, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, cela est une réalité entre le Burkina et le Togo, entre le Burkina et le Niger et entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a que au niveau des chemins de fer qu'on n'a pas encore réalisé cette interconnexion. Cela aussi est dû au fait de la pandémie du Covid, sinon on était bien sur la lancée de réaliser cela. Déjà, on a eu des protocoles avec le Bénin et incessamment, l'interconnexion aussi sera quelque chose d'effectif au niveau du Burkina et du Bénin. Et par rapport aux difficultés, comme le ministre l'a si bien dit, le vrai problème au niveau de la douane, c'est comment canaliser le transit pour que les dédouanements puissent bien se faire au niveau des bureaux intérieurs qui ont la pleine compétence. Donc, vous voyez bien que
si vous prenez l'axe, le corridor Ouagadougou-Saint-Quincé, vous voyez souvent des fraudeurs qui paradent avec des motos. Tout cela est dû au fait que on n'a pas la possibilité au jour d'aujourd'hui de faire les opérations au niveau de Saint-Quincé et d'appréhender tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc, avec la modernisation, nous sommes dans la dynamique. On a mis déjà la plateforme Sylvie qui permet de collecter les documents de prédédouanement. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, on a lancé Sidonia sur le net. Tout cela participe à favoriser les opérations de dédouanement. Cela permet aux opérateurs économiques de rester sur eux et de pouvoir faire les opérations. Et c'est dans cette dynamique qu'on doit évoluer vers le télépaiement, comme au niveau des impôts, on l'a fait. Et dès qu'on pourra réaliser cet état de fait, c'est pour dire que même au niveau de la frontière, comme le ministre l'a souligné comme perspective, c'est-à-dire qu'un usager peut rester sur place à Ouagadougou et puis faire ses opérations au niveau de la frontière. Donc c'est dans cette dynamique qu'on est. Et pour corroborer ce que le ministre a dit, c'est vrai qu'avec le télépaiement, avec la modernisation, on va croire que le douanier n'aura plus de travail. Non, c'est archi faux, parce qu'on va évoluer vers des contrôles en entreprise, spécialiser les gens pour pouvoir vraiment mieux appréhender les valeurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la valeur transactionnelle, la valeur de la marchandise effectivement payée. Donc il faut avoir vraiment une formation poussée pour pouvoir détecter les cas de fraude. Parce que le fraudeur aussi ne dort pas. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci. Je rappelle que le directeur général d'ADOAN, c'est l'inspecteur divisionnaire Eli Kalkoundou. Monsieur le ministre, on va maintenant prendre les questions, ou bien si vous souhaitez réagir à ce que je viens de dire. Non, je pense que c'est complet. C'est complet. C'est vraiment des réformes que nous sommes ensemble en train de regarder. Et comme je vous ai dit, l'objectif en tout cas que nous poursuivons, c'est de moderniser l'administration financière, faire en sorte que cela nous permette de mobiliser plus, de nous spécialiser et d'offrir bien sûr le meilleur service aux clients. Abado Drago pour les questions des auditeurs. Alors, quelques préoccupations des auditeurs. Il y a Rasmane Bari qui a appelé de Wayouya. Selon Monsieur le ministre, la croissance économique est positive, ce qui ne reflète pas les conditions de vie des populations. Qu'est-ce qui explique cela? C'est la première préoccupation de Rasmane Bari. La deuxième, combien l'État burkinabé contribue au fonctionnement du Fonds minier de développement local pour l'année, a contribué au Fonds minier de développement local pour l'année 2018-2019. Combien? Oui. La question. Il veut savoir combien l'État burkinabé a contribué. Combien l'État burkinabé a Oui. Et pour le fonds de réhabilitation et de fermeture des mines, beaucoup de sociétés qui sont en fin d'exploitation ne sont pas réhabilitées, et lorsqu'on interroge les services techniques comme l'environnement, ils disent que c'est les financiers. Quelle explication vous donnez à cela? Depuis 6 à 7 ans, certains agents de votre ministère sont suspendus, donc sans situation. Est-ce qu'il n'est pas opportun de régler leur situation quand on sait que beaucoup d'agents de la fonction publique ont eu gain de cause? Pour lui, c'est une demande. Il y a Soulia Koudipi qui est de Ouara. Donc, il tient à féliciter Monsieur le ministre pour son dynamisme dans le gouvernement, puisque depuis son arrivée, il y a une certaine accalmie dans son département. Et sa question concerne le titre foncier. Quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour réduire de souhaits et faciliter, voilà, pour réduire les délais et faciliter l'obtention de ces titres fonciers. Si on sait que le titre foncier permet
à un particulier de faire des hypothèques pour relancer son activité économique. Et la dernière préoccupation est de Isiaka Kabore, qui est de Koudougou. Lui, sa question concerne la location des bâtiments par l'État. Quelle stratégie mettre en œuvre pour absorber cela quand on sait que ça coûte cher à l'État, les locations des bâtiments? Merci à vous, Amadou Ouedraogo. Alors, Monsieur le ministre, une croissance économique assez forte. À l'opposé, le panier de la ménagère ne ressent pas justement les dividendes. Selon notre auditeur, Awaïgui Rasmane Baré. Comment expliquez-vous cela? Merci beaucoup. Vous savez, c'est d'abord dans le cadre donc, de cette question, il faut voir les deux volets. Il y a évidemment la croissance économique, il y a aussi la croissance démographique et il y a les besoins. Si vous prenez aujourd'hui cette croissance économique, et si vous prenez l'INSD, DG de l'INSD, là, il pourra certainement revenir. Si on regarde les indicateurs de réduction de la pauvreté, on sent quand même une amélioration. C'est vrai que peut-être ce n'est pas au rythme que les gens voudraient. Je fais une discrétion également. Il y a le fait aussi que même nous, les travailleurs, on a une confusion souvent entre bien sûr ce que je dis souvent, le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat. Quand vous regardez le taux d'inflation par exemple, nos dernières années, vous pouvez le faire sur les 5 dernières années, quel est le rythme du taux d'inflation, et vous prenez par exemple quel est le rythme du taux d'augmentation des salaires des fonctionnaires. Si vous, toutes choses égales par ailleurs, si vous comparez, en termes de pouvoir d'achat, vous voudrez que en tout cas les gens ont amélioré, leur pouvoir d'achat s'est amélioré. Mais ces mêmes crieront que la vie est devenue chère. Parce que justement, il y a ce que j'appelle le vouloir d'achat. Parce que le vouloir d'achat, c'est qu'il a actuellement, soit il a eu l'énergie, il a l'électricité, donc il veut avoir un frigo. Et justement, le fait que les conditions, c'est-à-dire que maintenant, s'il n'avait pas de moto, il veut une moto, celui qui a une moto veut une voiture. Donc ça, c'est le vouloir d'achat qui fait que chaque fois, il a tendance à croire que lui, son revenu ne suffit pas pour lui parce qu'il veut se placer à un niveau et non pas son pouvoir d'achat. Ça, de toute façon, c'est un débat que je m'étais promis avec mon directeur général de l'économie, avec les économistes, qu'il faut qu'on regarde ça, parce que on le dit chaque fois, oui, le pouvoir. Non, nous pouvons mener ce débat et montrer chiffres à l'appui que réellement, peut-être, c'est une autre manière de penser. Donc, c'est vrai, le panier de la ménagère ne le sent pas, la croissance, mais comme je l'ai dit, c'est progressif. Quand on prend dans les grandes masses, quand même, on avance. Même aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce que l'État arrive à faire en termes de prise en charge de tous les déplacés internes, bon, je pense qu'à quelque part, s'il n'y avait pas cette croissance-là, nous n'allons pas pouvoir faire face à tous ces déplacés internes et vraiment apporter suffisamment un appui à tout ce monde-là. Donc, je sais, je le comprends, mais c'est de dire que c'est progressif et notre souhait et notre prière pour tous les Burkinabés, d'ailleurs, c'est que nous retrouvons rapidement la quiétude sur le front sécuritaire et que, naturellement, nous puissions poursuivre résolument. Et c'est comme ça, beaucoup de pays sont sortis de la pauvreté. Si le taux de croissance reste robuste, au bout d'un certain nombre d'années, nous sortirons bien sûr de la pauvreté, en tout cas où nous minimiserons en tout cas le nombre de pauvres qui vivent au-dessous, en tout cas en dessous du seuil de pauvreté. Mais je pense que DG l'INSD est là, si après c'est nécessaire, je lui donnerai, s'il peut donner des chiffres par rapport à cela. Il y a une question, ça c'est un peu transversal, oui, au niveau de la croissance, puisque quand vous parlez de l'augmentation des salaires, quand vous augmentez, de l'autre côté également, ils augmentent. Oui, mais même lorsqu'on regarde tout ça, c'est ça qui est mesuré par l'inflation. Mais in fine, quand on calcule l'inflation et qu'on regarde le taux de progression des salaires par rapport à l'inflation, il y a quand même un gain. Donc, en principe, ça ne devrait pas rendre la personne plus pauvre. Mais bon, comme j'ai dit, il y a le vouloir d'achat qui est là, et c'est normal, et qui fait que ça biaise souvent nos analyses. Monsieur le ministre, le fonds minier. Le fonds minier, voilà.
Il demande quelle est la contribution de l'État. Je ne sais pas si quelqu'un a les chiffres. DGTCP est là, non? Voilà, DGTP serait là. Donc non, je lui donnerai la parole. Je sais qu'il a les chiffres, c'est autour de 11 milliards, mais il va revenir là-dessus. C'est de dire que, effectivement, vous savez que ce fonds minier a mis du temps pour pouvoir être vraiment opérationnel. Et nous avons pu, en tout cas, commencer à abonder l'État comme les autres. Donc l'année passée, ça a été effectif. Cette année, je viens de signer des arrêtés. Mais je laisserai DGTP dire 2 mots avant que je complète sur sa question. Et en même temps aussi, le fonds de réhabilitation, DGTP pourra intervenir pour que je puisse compléter. Parce que là aussi, bon, il dit que certains, quand on contacte l'environnement, il dit que c'est les financiers. Bon, le but n'est pas de dire c'est qui. Le but, c'est de trouver comment faire en sorte que ce fonds puisse être opérationnel et que le travail est en cours. Donc, je donne la parole directement à DGTP pour le fonds minier, notre contribution. Et bien sûr, s'il y a un mot aussi, tu peux dire quelque chose sur la réhabilitation. On va vous demander de vous présenter. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Ah ouais. Je m'appelle Stanos Célestin Santeré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Alors, disons que le nouveau code minier qui a été voté par le CNT en 2015 a consacré la mise en place d'un certain nombre de fonds, dont le Fonds minier développement local et le Fonds de fermeture de réhabilitation des sites. Alors, en ce qui concerne le Fonds minier développement local, le dispositif réglementaire a pris du temps pour être mis en œuvre. Il a fallu attendre en 2019 afin que tous les textes d'application du code minier en lien avec le Fonds minier développement local puissent être pris. Et c'est à l'issue de la prise de tous ces textes-là que le montant qui a été recouvré au titre des années 2015 jusqu'à 2018, qui constitue un montant total de 11 milliards à faire l'objet de répartition aux différents bénéficiaires. Alors, en ce qui concerne le fonds de fermeture de réhabilitation des sites, il faut dire également que, comme vous l'avez dit tantôt, dans les textes, un rôle a été donné au ministre de l'économie, des finances et du développement, sans préciser les conditions dans lesquelles le ministre doit intervenir. Alors, vous savez que le ministre n'est pas un spécialiste, le ministre des Finances n'est pas un spécialiste de l'environnement, donc il ne peut pas prendre des décisions sans avoir l'accompagnement de tous les spécialistes en matière environnementale. C'est dans ce cadre-là que, en tout cas, la concertation entre les différents acteurs, notamment le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines et notre ministère, a permis de prendre les textes nécessaires qui fixent les conditions dans lesquelles l'autorisation doit être donnée par le ministre en charge des Finances pour débloquer les fonds nécessaires à la réhabilitation des sites. Donc cela est également effectif pour compter 2019 et les prochaines périodes connaîtront en tout cas la mise en œuvre du fonds de réhabilitation des sites miniers. Merci. Monsieur le ministre, le fonds minier, mais certains pensent que l'argent ne part pas vers les communes et qui sont pourtant durement éprouvées par l'exploitation de ces mines. Est-ce que vous confirmez que les 11 milliards vont aller à l'endroit donc de ces communes-là? Je confirme parce que nous avons fait la répartition, nous avons mis en tout cas à disposition de ces communes-là ces ressources, puisqu'ils ouvrent déjà des comptes au Trésor. Mais je pense que ce qu'il faut plutôt travailler, c'est de renforcer les capacités des communes, aussi bénéficiaires. Parce que je donne souvent l'exemple qu'il y a certaines communes qui sont passées d'un budget de 10 millions, 50 millions maximum, à un budget de presque 1 milliard. Si vous ne renforcez pas les capacités de ces communes, pour que le plan de développement local qu'ils élaborent puisse tenir compte et faire en sorte qu'on amène des investissements structurants, en fait, nous allons mettre des ressources que finalement la population ne va pas l'impact parce que peut-être que les plans n'ont pas été bien structurés. Et aujourd'hui, je puis le dire, c'est un travail donc avec les tutelles, les différentes tutelles techniques comme tutelles financières, pour justement accompagner ces collectivités-là qui bénéficient de ces ressources. C'est là, comme je l'ai dit, c'est récent, mais je crois que le travail qui est fait progressivement avec ces collectivités et les différentes tutelles, les renforcements des capacités feront que dans les années à venir, nous allons donc sentir réellement sur le terrain, en tout cas l'appui que nous portons par rapport au fonds de collectivités locales.
Alors, Monsieur le ministre, l'autre question soulevée par l'un de nos auditeurs ce matin, c'est le coût de location des bâtiments. Et justement, quel est le coût aujourd'hui de ces locations en termes de chiffres? Bon, en termes de chiffres, je demanderai certainement à mon DGAE, mais à mon directeur général des affaires immobilières de l'État. Mais je pense qu'il faut noter que réellement, c'est une préoccupation. Nous avons fait notre plan immobilier de l'État, donc comment faire en sorte pour réduire les locations. Mais je dois dire aussi que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, parce que même quand vous voulez construire pour l'ensemble des bâtiments, des besoins de l'État, vous êtes obligé de planifier, trouver les ressources idoines pour pouvoir donc mener ces constructions-là. Donc, nous avons une politique qui a été adoptée pour vraiment développer petit à petit, sortir, c'est la question de M. Issaka Kaboré, sortir de cela. Mais ce n'est pas pour dire qu'on n'aura pas de location, ce n'est pas possible. L'État aura toujours un minimum de location. Et l'État aussi doit être regardé, peut-être ces locations, nous devons être regardants en Syrien pour prendre réellement ce qui est nécessaire. Et je pense que c'est tout ce travail-là qui est fait par la direction générale et qui mène en tout cas cette politique liée à la location. Le coût, je ne sais pas s'il est là DGAE, oui, peut-être qu'il dira exactement combien ça nous a coûté 2019 et combien nous projetons pour 2020. DGAE. Mais en attendant, Monsieur le ministre, oui. Est-ce que ce n'est pas plus rentable pour le gouvernement de construire que de louer? Ou bien en louant également, c'est vrai, on investit dans l'économie? Je pense qu'il faut regarder les deux équilibres. C'est-à-dire qu'à quelque part, d'abord pour construire, il faut disposer suffisamment d'espace. Il y a des endroits où vous n'avez plus d'espace, même quand vous voulez construire. Donc, vous êtes obligé donc, de louer, parce qu'il faut noter que le principe de rapprochement de l'administration aux administrés joue effectivement en notre défaveur. Souvent, on est obligé de louer parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas le choix. Mais c'est bien connu qu'avec le plan immobilier, cela effectivement, ça devient plus rentable. Parce que quand même, lorsqu'on a le plan, mais une progression, c'est une planification qui se fait progressivement. Et je pense que déjà nous profitons des 11 décembre pour doter déjà, vous voyez, dans les régions, des infrastructures donc pour l'État pour permettre donc de résorber. Donc c'est petit à petit qu'avec notre programme que nous allons donc résoudre progressivement cette situation donc et réduire vraiment les locations. Mais le DG. Merci Monsieur le ministre. Je suis Nia Karim, le directeur général des affaires immobilières de l'équipement de l'État. C'est comme Monsieur le ministre l'a si bien relevé. En 2019, nous étions autour de 8 milliards 500 millions pour les baux administratifs. Il faut dire que cela s'explique aussi par les changements institutionnels, l'accroissement des services qui sont rendus aux citoyens par la déconcentration des services de l'État, qui explique cet accroissement aussi des baux. Mais il faut le dire, comme le ministre l'a évoqué, il y a la stratégie immobilière de l'État qui a été adoptée par le ministère et qui prévoit un programme d'investissement immobilier qui doit à terme permettre de réaliser des bâtiments administratifs avec des normes énergétiques et une norme aussi d'occupation rationnelle des bureaux. Donc il y a tout un ensemble de travail en cours qui permettra d'accroître l'offre en termes de bâtiments, de location, de bâtiments administratifs et en termes d'équipement pour permettre aux agents publics de travailler dans de bonnes conditions tout en respectant l'efficacité de la dépense publique. Merci. Donc, on est dans cette stratégie, mais bien sûr avec l'espoir que, pour vous rejoindre à votre question, c'est de faire aussi en fait que quand même nous puissions aussi contribuer, et la location fait partie justement de l'effort aussi que nous encourageons. Mais le but de l'État, c'est de faire en sorte que notre stratégie aboutisse, que nous puissions progressivement en tout cas regrouper nos services. Merci à vous, Monsieur le ministre. Et on passe à l'autre volet de cette émission. Antenne directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. On en vient donc à la dette intérieure et extérieure. Monsieur le ministre, aujourd'hui, concrètement, quelle est la situation de la dette publique du Burkina Faso? Ok.
Merci beaucoup. Peut-être qu'avant de passer à la dette, il y avait un auditeur qui avait posé la question comment faire pour réduire les délais d'obtention des titres fonciers. Et puis, j'ai noté cela et je dis qu'effectivement, c'est une préoccupation actuellement au niveau du ministère et nous sommes dans une réforme. D'abord, c'est de dire que les titres fonciers du Burkina, le processus, c'est vrai, c'est long, mais c'est les titres les plus sécurisés. Aujourd'hui, nous avons moins de problèmes, en tout cas, que les titres fonciers. Le travail les délais sont dus justement à tout le processus et nous travaillons bien sûr avec l'ordre des notaires et bien l'ensemble de nos collaborateurs qui sont là pour combler le gap. Nous n'avons moins, au niveau par exemple du Burkina, moins d'experts géomètres, moins de cabinets spécialisés pour travailler. Vous savez que ça fait tous les relevés topographiques et ainsi de suite. Donc, ça fait que tout cela rallonge des délais. Mais il y a aussi à notre niveau comment moderniser peut-être le fonctionnement du guichet unique, la collaboration avec les notaires. Donc nous pensons que l'un dans l'autre, avec la réforme qui est en cours, il y a un gros projet, et d'ailleurs que ma ministre déléguée en charge de l'aménagement du territoire suit particulièrement, de modernisation du cadastre fiscal. Et nous pensons que lorsque nous allons finir tout cela, nous allons donc pouvoir répondre et réduire substantiellement les délais d'obtention de titres fonciers. Pour revenir à la dette, je dis qu'au Burkina, effectivement, au niveau de la dette d'une manière globale, nous avons l'encours de la dette en 2019 était autour de 4 000 milliards de dollars, plus précisément 3 967 milliards de francs CFA. Et donc, que pour l'encours de la dette, qui est réparti pour la dette extérieure de plus de 2100 milliards et la dette intérieure de 1700. Donc, lorsque vous prenez cela, cet encours de la dette n'est pas, si je compare un peu par rapport aux non-normes sur la communautaire, l'encours de la dette n'est pas quand même quelque chose, nous ne sommes pas hors normes, puisque nous sommes à un taux de 47%, à peu près contre une norme de 70%. Par rapport au PIB. Vous savez que le ratio, nous devons avoir ratio encours de la dette sur PIB, donc le produit intérieur brut, doit être inférieur ou égal à 70%. Nous sommes autour de 47%. Mais lorsque je regarde le rythme de progression, effectivement, nous pouvons avoir quelques inquiétudes par rapport à la dette intérieure qui a connu donc un rythme de progression assez soutenu. Donc, c'est pour dire que ça va. Et notre dette aujourd'hui est toujours soutenable. Et nous faisons en tout cas le maximum pour être prudents dans notre politique d'endettement public. Monsieur le ministre, certains pensent qu'on s'endette beaucoup, même si vous estimez que le taux est raisonnable. D'aucuns disent qu'on peut fonctionner avec nos ressources propres, sur nos ressources propres. Quand on prend également, surtout vous avez dit que le Burkina est en train de devenir un pays minier. Aujourd'hui, qui va dire que non, on va pas. Non, il y aura toujours l'endettement, mais c'est l'efficacité de la dépense, l'utilisation de la dépense. Et c'est là où vraiment nous mettons l'accent. Si l'endettement vise à créer les conditions structurelles, je parlais de l'énergie, je parlais de l'accès des routes, je parlais de l'accès à l'eau, ce sont des éléments fondamentaux pour donc asseoir les bases d'un développement. Donc, si vous pouvez vous endetter et investir dans ce domaine, bien sûr, dans la modernisation de l'agriculture, nous avons des pôles de croissance aujourd'hui. Si nous arrivons à se développer ces pôles de croissance, faire en sorte que nous avons une agriculture moderne à travers des systèmes d'irrigation ici, c'est ça c'est nécessaire. Donc, l'endettement en tant que tel n'est pas une mauvaise chose. C'est l'utilisation, je répète, c'est l'utilisation des ressources qui est véritable.
contrôle, en tout cas, que nous avons mis en place, permettent, la grande majorité, en tout cas, que les ressources soient correctement utilisées. Il y a souvent des entreprises qui font des travaux où nous considérons des insuffisances, mais là aussi, vous voyez, les sanctions suivent parce que nous avons mis tout un arsenal qui permet de blacklister certaines entreprises donc, quand ils réalisent du mauvais travail pour l'État. Donc, c'est véritablement rester dans ce credo. Être prudent dans ce que nous prenons comme dette, ne pas prendre des dettes excessivement chères. Donc, il faut que le taux, quand même, soit relativement concessionnel, mais s'assurer que les investissements sont bien orientés pour, en tout cas, asseoir les bases, nos fondamentaux par rapport à notre développement économique. Alors, Monsieur le ministre, pour ce qui est de la dette intérieure, l'État est souvent qualifié de mauvais payeur. Avant de vous donner la parole justement sur le sujet, Monsieur le ministre, on vous propose d'écouter une dame. Elle dit poursuivre son argent depuis longtemps, mais toujours rien, Adélaï Ouedraogo. J'ai des factures depuis 2011-12. On a entrepris des démarches avec le MENA, qui nous avait promis qu'on allait saisir le ministère des Finances pour introduire les requêtes, mais c'est resté sans suite jusqu'à présent. Ils disent que c'est des contrats irréguliers, mais c'est les agents de l'État qui nous amènent à rentrer dans l'irrégularité. Parce que nous ne sommes pas dedans, c'est eux qui sont des services concernés, c'est eux qui doivent faire les papiers normalement avant que nous puissions faire. Mais eux, ils enjambent les étapes et on nous commande. Et nous aussi, la naïveté, nous ne connaissons pas les textes, nous ne connaissons pas les papiers, on rentre comme ça. Et maintenant, et comme l'administration est une routine, les intéressés peuvent partir et puis nous laisser maintenant dans des problèmes. Mais nous ne connaissons pas. Par exemple, quand on te dit, Madame Ouedraogo, venez nous aider, on a eu une urgence, venez nous aider. Toi tu cours, tu mobilises, tu prends ton argent, tu injectes. Maintenant, peut-être que cette personne peut partir et puis maintenant, tu es dans des problèmes maintenant. Quand tu retournes contre l'administration, on dit, c'était pas nous. C'était pas nous qui avons commandé. On te laisse maintenant comme ça. Et c'est pour cela que j'ai des factures depuis 2011 qui est resté 2011-2012 qui est resté impayé et c'est pas des petites factures. Vraiment, ça met les entreprises en retard, ça tapisse les entreprises. Si réellement tu n'as pas une assise forte, vraiment, c'est très 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 compliqué. Et beaucoup de factures dans d'autres ministères, c'est comme ça. Et ça, c'est des impayés qui sont là. Mais il y a des retards aussi de paiement. Vous pouvez même faire la moitié ou plus de la moitié même sans avoir un centime même. Ce que je souhaiterais, si le ministère pouvait organiser des formations pour les entreprises, les former à ce que nous soyons outillés des éléments pour que si quelqu'un veut t'amener à rentrer dans l'irrégularité là, pour que tu puisses toi-même savoir que si j'emprunte ce chemin là, ça ne va pas m'amener loin. Et aussi, ce que j'ai aussi à demander au ministère des Finances, c'est vraiment voir le traitement des dossiers. Parce que c'est très, très, très lent. Si tu vas travailler l'année, et attendre d'autres années pour être payé, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est compliqué. Monsieur le ministre, vous avez entendu, est-ce que finalement l'État est-il un mauvais payeur? Je pense d'abord que je comprends la préoccupation de Mme Ouedraogo et de lui dire que ce qu'elle a dit est un rapport que nous-mêmes nous avons hérité de la part de l'inspection. L'autorité supérieure du contrôle de l'État a fait un rapport justement sur ça. Et effectivement, ce qu'elle dit est juste parce que sur presque 60 milliards, nous avons presque plus de la moitié, les 2 tiers d'ailleurs, sont déclarés des dettes irrégulières. Justement, comme ce qu'elle a dit, parce que il y a eu des étapes qui ont été soit enjambées, soit il n'y a pas de commande au départ, de bon de commande, après on voit la livraison, soit il n'y a pas eu de réception, ainsi de suite. Et tout ceci donc fait qu'on se retrouve donc avec des difficultés. C'est vrai, elle a proposé des solutions et je pense qu'il faut effectivement qu'avec l'ARCOP, nous puissions donc regarder ces plans de formation et de sensibilisation. Parce que c'est véritablement important. Il faut que les acteurs, les opérateurs sachent qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est dans le cadre donc, des contrats publics avec l'État. L'autre volet que nous devons aussi prendre en charge, c'est que de demander à IGF qui est là, on a déjà commencé. Pour certains où c'est des constructions, par exemple, nous avons mis une mission pour aller vérifier. Parce que bon, si le bâtiment n'a pas été réceptionné, mais le bâtiment existe, la mission peut permettre donc de constater
qu'effectivement il y a eu un défaut et naturellement permettre donc que ce rapport-là nous serve de base pour maintenant faire un contrat. Nous avons donc commencé ce travail avec IGF, mais le problème qui se pose, c'est quand c'est des consommables. Quand ça a été par exemple de la restauration, les gens ne sont plus là, il n'y a pas de facture, on fait quoi pour vérifier? Moi, vous avez votre foi, je ne doute pas, mais moi, je me trouve dans une situation où je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est ça, véritablement, le problème. Et je pense que nous sommes dans la réflexion et, naturellement, les retards de paiement, nous notons. Et je sais qu'aujourd'hui, DGTCP est là. Nous avons eu des périodes de tension de trésorerie, mais en tout cas, actuellement, je pense que nous avons réussi en tout cas à réduire les délais de paiement. En ce qui concerne en tout cas nos entreprises internes et surtout les petits montants, je ne crois pas qu'il y ait un long retard dans les petits paiements, les petits montants. Il faut maintenant que nous regardions sur toute la chaîne. En fait, le problème, je l'ai dit souvent, on voit le ministère des Finances, mais nous ne sommes qu'au bout. C'est le ministère de départ. Donc il faut que nous regardions sur toute la chaîne pour faire en sorte que les choses soient fluidifiées, de telle sorte que ce qui arrive, que ça soit engagé rapidement. Et tout cela, c'est pourquoi nous travaillons toujours sur la dématérialisation. Parce qu'il faut arriver à ce que beaucoup de pièces qui sont fournies, on puisse dématérialiser. Nous avons donc un chantier sur la dématérialisation des marchés publics, actuellement en cours. C'est tout ça qui va aider. Parce que c'est le contact physique aussi qui amène non seulement la corruption de nos agents qui sont impliqués, parce que souvent on bloque les dossiers de X ou Y. Ça, je suis ministre des Finances, je sais que certains se plaignent, ça arrive. Et nous devons aussi extirper ces brebis galeuses-là de nos rangs pour pouvoir avancer résolument en accompagnant le financement de l'économie. Monsieur le ministre, revenons sur les 67 milliards. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont passer pour perdre profit? Non, ils ne passeront pas pour faire des profits. J'ai dit que déjà 12 milliards avaient été reconnus comme réguliers. Nous sommes en train de payer. Nous avons mis l'inspection générale des finances pour aller vérifier, en tout cas un certain nombre, tout ce qui est... C'est-à-dire que si c'est, même que ce soit des bureaux qu'on a livrés, du tangible, on est en train de faire le point. Nous allons progressivement les payer. Maintenant, comme je l'ai dit, toute la difficulté, c'est là où on est vraiment, si c'est une restauration, il n'y a pas eu d'acquittement que ça a été fait. Là, on est vraiment dans des difficultés. C'est vrai, la personne viendra, peut-être qu'on va analyser en fait tout ce qu'il avait comme papier et essayer de voir avec maintenant nos services techniques. Mais nous avons mis l'inspection parce que vous savez que le ministre des Finances peut dire de payer, mais le comptable public qui a sa responsabilité engagée, s'il paye, si c'est rejeté au niveau de la Cour des comptes, c'est le comptable public qui a sa responsabilité engagée. Donc nous sommes obligés, et c'est la dépense publique, c'est les ressources de l'État, ce n'est pas pour un individu, nous sommes obligés de nous entourer de toutes les garanties possibles pour nous assurer que quand on paye, cette dépense-là, le paiement sera accepté par la Cour des comptes qui va nous auditer plus tard. La dette intérieure, vous parlez de 2700 milliards. Pour cette année, il est question de relance économique. Combien vous allez payer sur les 2700, la dette intérieure? Non, ce qu'on a mis, c'est l'encours. L'encours n'est pas dit que tout est cette année. Donc, il y a... Vous savez que beaucoup de ces montants sur l'encours viennent sur nos interventions sur le marché financier régional. Parce qu'il y a des échéanciers, puisque tout ce que nous émettons, les obligations sur le marché financier, concerne la dette intérieure en réalité. Donc ce n'est pas seulement nos entreprises, donc il y a des échéanciers de remboursement qui vont, donc nous avons jusqu'à 5 mai. Tout ce qui est engagé, nous allons payer, parce que c'est comme je l'ai dit, nous n'avons jamais fait de défaut. Donc tout ce que nous avons prévu sur le budget intérieur donc national sera toujours payé. Et y a-t-il un calendrier pour l'apurement justement des impayés de l'État? Un calendrier, oui, parce que nous avons donc fait un travail là-dessus et comme je l'ai dit, progressivement avec IGF, les vérifications qu'ils font, puisque l'équipe aussi est réduite, et leur mission, c'était pas d'abord ça, leur mission, c'est d'aller contrôler, mais je leur ai ajouté de faire sur certaines sociétés, ils vont vérifier les factures, tout ce qu'on a pour s'assurer et nous faire un rapport. Donc, au fur et à mesure, nous appuierons. Mais ce qui était déjà accepté, nous sommes presque à la fin des 12 milliards déjà qui étaient acceptés, nous avons presque fini de payer. Il reste maintenant ce qui nous avons considéré, l'autorité a considéré que c'est des dettes irrégulières que nous essayons progressivement donc de stabiliser et d'avancer pour pouvoir donc payer. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure. En tout cas, en termes aujourd'hui de trésorerie, nous arrivons à faire face. Nous avons réduit des dépenses ailleurs pour pouvoir faire face
à nos besoins intérieurs. On va passer à une autre étape de cette émission. Merci. Antenne directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Le Front social. Monsieur le ministre, des revendications tout azimut avec le corps ou avec les différents corps presque qui brandissent leur plateforme revendicative. Nombreux sont ceux qui attendent toujours l'incidence financière de leurs avancements et reclassements. Il en est de même pour le personnel de l'éducation nationale qui a obtenu un statut valorisant, induisant une révalorisation des salaires. Qu'est-ce qui bloque, monsieur le ministre? Si blocage il y en a. Rien ne bloque pourtant. Non, je voudrais dire que d'abord il faut noter que certains pensent que c'est lent, mais c'est pas lent. Il faut revenir pour regarder un peu combien de statuts ont été changés. Quand vous prenez que ce soit la police, que ce soit la douane, que ce soit les eaux forêts, que ce soit les GSP, que ce soit au niveau même de la loi 081 qui a changé les indemnités, que vous regardez la fonction publique hospitalière, vous regardez maintenant le MENAPLAN, qui a presque 50% des effectifs. C'est quand même beaucoup à absorber. Et ce n'est pas nous avons mis des équipes, nous avons réquisitionné, ils le savent. Nous avons réquisitionné des équipes qui travaillent là-dessus. Donc, cela, véritablement, donc, permet d'avancer concrètement sur ce volet. Mais il faut se dire que ce n'est pas une lenteur, ce n'est pas une lenteur voulue. C'est un travail qui se fait de manière assidue. De toute façon, ma ministre déléguée qui est chargée du budget, qui veille au grain, est là. C'est un travail qui se fait de manière assidue, mais c'est le volume qui fait que aujourd'hui les gens pensent que c'est lent. Le MENAPLAN, en titre d'exemple, je pense qu'aujourd'hui nous avons véritablement absorbé le maximum. Si on regarde, on fait les chiffres aujourd'hui, nous avons mis en place des comités qui ont travaillé. Et le ministre de l'Éducation, que je salue au passage, a vraiment œuvré, accompagné. Ces agents se sont mobilisés et aujourd'hui nous avons vraiment fait un travail formidable en termes de résorption des retards que nous avons au niveau donc des différents corps. Je ne sais pas si la ministre déléguée voudrait dire un mot, parce que quand même, c'est son domaine privilégié, voilà, pour compléter. Donc on attend. La ministre déléguée, c'est madame donc Clémence. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir deux bonnes dames qui m'encadrent. Et vous voyez, c'est pourquoi les finances sont bien tenues. Merci, monsieur le ministre. Je pense que c'est vous qui nous encadrez, sinon nous, on ne vous encadre pas. En tout cas, nous sommes ensemble, nous vous soutenons pour la réussite de notre mission commune. Effectivement, en ce qui concerne le Fonds social, il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts et quand on va dans l'analyse des chiffres, et pour partager quand même un peu avec vous, je vous dirais que nous sommes en train d'élaborer le budget 2021 actuellement. Nous sommes très avancés. Vous avez dû suivre donc l'adoption lors du Conseil des ministres passé du document préparatoire donc. Et dans les jours à venir, le mardi, nous allons être devant l'Assemblée nationale pour le débat d'orientation budgétaire, voilà, pour l'élaboration du budget 2021. Et quand on analyse les chiffres, on est quand même étonné de voir que la masse salariale, qui est donc le résultat donc de voilà, tout ce qui s'est passé autour de la fronde sociale depuis 2015 à nos jours, et a pratiquement doublé sur la période. Peut avoir voilà, donc nous sommes passés d'une masse salariale, le directeur de la solde est là, nous sommes passés d'une masse salariale d'un peu plus de 400 milliards, moins de 500 milliards dans les années 2015, à une masse salariale qui est projetée en 2021 à 950 milliards. Donc, c'est vous dire comment les choses se passent et dire quel est l'effort qui est fait. Ça, c'est d'abord sans les journalistes. Non. Je pense qu'avec les journalistes aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la période et même tout récemment. Donc, même dans la loi de finances rectificative, je pense qu'il y a un clin d'œil. D'ailleurs, en ce qui concerne les dépenses de personnel, c'est seulement sur les journalistes que nous avons fait un clin d'œil, compte tenu donc
de ce qui a été en tout cas convenu avec le gouvernement par rapport à un statut assez particulier des journalistes. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement fait pas mal d'efforts et donc il faut aussi laisser un peu d'espace pour le développement et c'est ce que nous tentons de faire comprendre, mais tout en comprenant également les préoccupations des travailleurs. Si on avait eu cette information plus tôt, on allait aller à 3 heures d'émission, mais... Merci à vous. Alors, monsieur le ministre, et concrètement, les travailleurs sous la houlette des syndicats, malgré vos efforts, sont toujours dans la résistance face à l'UTS, cet impôt. Une grève, du reste, est annoncée. Monsieur le ministre, jusqu'où compte aller le gouvernement? Non, merci beaucoup. Non, sur ça, je pense que le gouvernement est très ouvert. Vous savez que c'est des échanges. Nous sommes toujours dans le dialogue permanent. C'est une loi, comme je l'ai dit, qui a été adoptée, que nous décidons d'appliquer en discutant avec nos partenaires, toujours, bien sûr, qui trouvent que peut-être il y a trop. Mais je pense que dans le dialogue, nous trouverons ensemble la solution et le juste milieu pour que tout se passe bien. En tout état de cause, je l'ai toujours dit, que nous sommes toujours dans un pays qui a toujours su surmonter ces différences, ces difficultés à travers le dialogue. Donc nous avons confiance au dialogue et je suis persuadé que de part et d'autre, lorsque je discute avec certains acteurs, des partenaires sociaux, ils sont aussi dans cette prédisposition. Je pense qu'avec, sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, nous arriverons donc à trouver une solution idoine. Venons à la révocation de 3 de vos agents, sinon de vos ex-agents maintenant. C'est une décision prise en Conseil des ministres. Certains pensent que le gouvernement a eu la main lourde. Qu'est-ce qui a prévalu à la révocation de ces 3? Non, il faut dire que d'abord, le gouvernement n'a fait qu'appliquer exactement les textes tels qu'ils existent. Vous dire que ça n'est jamais un plaisir, pour moi en tout cas en tant que premier responsable, ce n'est jamais un plaisir pour quelqu'un d'être dans une situation de révocation de ses propres collaborateurs. Mais nous n'avons pas, souvent il faut aussi que nous fassions en sorte que l'administration demeure le centre donc, de la paix. Parce que je l'ai toujours dit, quand nous venons au bureau, nous passons plus de temps dans nos bureaux aujourd'hui que chez nous. Donc nous devons faire en sorte que le contexte, les bureaux soient vraiment un endroit d'épanouissement et non pas vraiment un endroit de violence et de tout genre. Donc l'administration, le gouvernement n'a fait qu'appliquer la loi et je pense qu'il appartient à tout un chacun de tirer les conséquences et de faire en sorte que prochainement nous n'ayons plus vraiment ces cas malheureux et que nous puissions savoir que le droit de grève est reconnu, que chacun est libre de gréver et chacun est libre de ne pas venir, mais que ceux qui veulent venir travailler, qu'ils puissent travailler conséquemment. En tout cas, nous sommes toujours ouverts, puis vous savez que c'est fait, mais bon, avec mes acteurs, nous discutons, et c'est à eux de voir comment donc sensibiliser et travailler à ce que nous puissions donc ne plus jamais vivre ces cas de situation. Bobo Dioulasso, poumon économique du Burkina Faso, semble délaisser en croire les acteurs de l'économie informelle. Nombreux sont ceux-là qui appellent justement l'État à tourner le dos vers SIA pour donner à cette zone son lustre d'antan. On vous propose de suivre, monsieur le ministre, un reportage réalisé à Bobo Dioulasso par Brahim Hassan. Assis et même serré devant ces articles, Herman Traoré n'attend que l'arrivée de la clientèle depuis le matin. À en croire ce dernier, un malaise a pris du coup le climat des affaires à Bobo Dioulasso. Financièrement, ça ne va pas, rien ne bouge, il n'y a plus de marché, il n'y a pas de travail. Bon, les travailleurs qui sont là aussi, c'est des Ouagalais qui viennent. Même s'il y a un marché public comme ça, l'entrepreneur vient avec ses employés. Revendeur de pneus et autres chambres à air, Bernard Dabiré, lui, ne cache pas son mécontentement face à une situation qui le dérange à plus d'un titre. Un petit truc seulement, il faut aller acheter à Ouaga les véhicules de service. Ici à Bobo. Si on veut changer des pneus, ils disent que non, qu'ils vont amener carrément le véhicule à Ouaga. Mais pourquoi? Ici, il y a des pneus. Si tu dois amener le véhicule à Ouaga, vraiment ça coûte encore plus cher encore à l'État. Moussa Traoré, lui, évolue dans plusieurs activités à la fois pour joindre les deux bouts à Bobo.
Mais pour des raisons propres à cette ville, selon lui, il a préféré aller s'installer ailleurs. Pour avoir un simple papier pour pouvoir t'installer là, l'argent même que tu vas mettre pour pouvoir avoir cette place là même là, ton fonds là même est déjà fini. Pour vraiment alléger. Que si un jeune vraiment veut avoir un projet viable, on le laisse vraiment gérer pour qu'il prouve réellement qu'il peut faire des chiffres d'affaires, qu'il peut créer de l'emploi. Et malheureusement, tel n'est pas le cas et les conséquences font parler d'elles-mêmes sur le quotidien de la frange jeune à Bobo. Ce secteur informel est vraiment informel. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'appui, pas de sécurité. D'aucuns avaient vu un ouf de soulagement à travers les différents projets de financement initiés par le gouvernement au profit des jeunes par exemple, mais les plus pessimistes, à l'image de David Somda, estiment qu'il faut encore revoir les modalités d'acquisition de ces financements. Il faut dire le thème clairement, c'est des histoires d'affinité. Voilà, je te connais, en tout cas, il y a tout fait pour que ton dossier passe. Je ne te connais pas, bon, moi je n'ai pas affaire à toi. La proposition est simple, il faut qu'on analyse tous les dossiers, voir ceux qui sont finançables, quoi. Et puis on les finance, que c'est la solution comme ça. Producteur de légumes, Seydou Sanou propose. Théoriquement, on dit Bobo, c'est la capitale économique de Burkina Faso. Mais en réalité, on ne voit rien d'économique à Bobo. Les usines se meurent. Donc pour relancer réellement l'économie à Bobo, il va falloir investir beaucoup dans les usines. Prenons le cas de la savane. Les tomates qui pourrissent présentement là, il n'y avait pas ces cas-là. Tous les cultivateurs amenaient leurs tomates au niveau de la savane. Et puis ça marchait. Mais présentement, il n'y a plus de savane. Regardez sur le marché là. Ça pourrit partout. Donc il va falloir construire beaucoup d'usines à Bobo. Ils n'ont qu'à travailler à réouvrir ces usines-là qui sont en berne. Brahima Sanou, Bobo Dioulasso, RTB. Monsieur le ministre, vous avez suivi avec notre reporter à Bobo Dioulasso les jeunes qui appellent l'État à avoir un regard inversé pour moi économique. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est une réalité. J'ai suivi les démarches avec vous. Mais c'est de vous dire qu'il y a un travail quand même de fond qui est en train d'être fait. Avec la Chambre de commerce, déjà, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions réaliser le port sec de Bobo, qui va permettre donc de créer une plateforme de développement. Nous avons aussi beaucoup de travaux en cours avec le ministère du Commerce pour travailler sur l'amélioration, en tout cas, un certain nombre de facteurs, que ce soit au niveau de l'accompagnement des industries, ainsi de suite, avec le nouveau code. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour la France jeune particulièrement, quand j'ai suivi, c'est surtout eux, et le secteur informel, comment les accompagner, comment faire en sorte qu'ils puissent avoir accès. Et je pense qu'il faut que nous continuions ce travail, parce que déjà, des projets tels que Startup que nous avons mis en place, c'est digitalisé, c'est en ligne. Vous soumettez votre projet en ligne, c'est sélectionné. Je prends par exemple que tout dernièrement, la phase que nous venons de lancer, nous avons sélectionné nous avons reçu 258 projets que nous allons analyser. Donc, il faut que nous fassions en sorte que ces jeunes puissent effectivement avoir accès à ces moyens de financement, ces méthodes. Et naturellement, c'est bien noté. En tout cas, nous sommes, le gouvernement en tout cas est déployé dans ce sens-là pour faire en sorte que Bobo retrouve en tout cas son lustre d'antan. Et je suis persuadé, c'est vrai que les gens disent que c'est lent, mais il y a un certain nombre de projets structurants qui viennent et qui vont être certainement à Bobo pour accompagner. Il a parlé, il y a l'usine des tracteurs qu'on est en train de travailler pour Bobo et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont permettre en tout cas à la zone de retrouver son lustre d'antan. Et comme le temps nous est pris, avec Samandeni, nous sommes en train de vouloir l'ériger en pôle de croissance. Donc tout ça va permettre donc de générer quelque chose sur l'économie au niveau de Bobo. Monsieur le ministre, deux questions d'actualité au sein de votre département. C'est la situation de votre directeur général adjoint des douanes qui est cité dans une affaire de justice. D'aucuns se demandent pourquoi jusqu'à présent pas de mesures conservatoires. L'autre question, c'est Ouaga Inter. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'y passerait et si oui, qu'est-ce que vous entendez faire? Merci beaucoup. D'abord, rapidement pour le DGA, vous savez, c'est vrai, nous avons tous suivi la conférence de presse du procureur du Faso. Et naturellement, une fois que nous avons, il a même si bien dit, pour le moment, c'est des présomptions d'innocence, mais nous avons noté cela et je pense que les réflexions, naturellement, suivront pour voir, en fonction de l'évolution du dossier, puisqu'il n'y a pas de mesures conservatoires à prendre ici, on ne l'accuse pas d'un détournement au niveau donc, des caisses de l'État, donc on l'accuse d'un enrichissement illicite, donc nous attendons de voir en fonction de l'évolution du dossier et ce qu'il y a à faire, nous pourrons le faire. Pour le Ouaga Inter, là aussi, vous savez que Ouaga Inter, c'est une situation que nous avons d'ailleurs
dans la mise en œuvre des instructions que j'ai données à la douane qu'on a permis de découvrir, puisque nous avons dit de mettre fin à tout un ensemble de gens qui sont là. Quand vous arrivez à avoir un terre, c'est plus qu'un marché. Des groupeurs par-ci, des gens qui sont là, qui n'ont aucune marchandise, mais par qui il faut passer avant d'accéder même au bureau de douane. Nous avons dit de mettre fin à tout cela. Et c'est ce travail qui est en cours. Et naturellement, ça a permis déjà de débusquer des choses. Et je pense que nous allons poursuivre l'assainissement. Et sur ça, nous avons eu en tout cas des instructions fermes du chef du gouvernement pour aller dans ce sens, pour assainir Ouaga Inter. Alors, monsieur le ministre, les élections avancent à grands pas. Votre parti, c'est bien entendu le MPP. Est-ce que vous serez dans l'arène? Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez que je dise si je serai candidat ou pas. Je suis un citoyen, donc c'est mon droit quand même. Si je veux être candidat, ça se saura. Non, je peux vous dire la vérité, c'est que nous sommes quand même, c'est un parti organisé. Donc le parti décidera en temps opportun. Mais en tant que citoyen comme vous, je pense que j'ai le devoir ou le droit de pouvoir exercer si je pense que... Et si on vous faisait la proposition? Oh, si on me faisait la proposition, je pense que je regarderai, j'ai pas mal de collaborateurs aussi, on regardera ensemble par rapport à la situation. Est-ce que je suis vraiment la personne la mieux placée? Parce que c'est ça aussi. Peut-être s'il y a une meilleure personne pour mieux conduire, il le fera. Donc, je pense que c'est quelque chose à regarder ensemble avec le parti et nous pourrons prendre la décision conséquente. Nous sommes à Boromo. Pourquoi Boromo et pas une autre ville du Burkina? Ma province. Boromo, c'est ma province. Et j'ai voulu vraiment faire un clin d'œil à cette province et vraiment l'ensemble des villages qui sont rattachés à cette province parce que c'est là où j'ai fait mon école primaire, c'est là où j'ai fait mes premiers pas et c'est là où j'ai appris à l'éducation et à grandir. Donc je voulais vraiment que ma première émission soit faite au profit de cette population. Monsieur le ministre, on vous donne la parole pour le mot de la fin. Je voulais vous dire vraiment merci. Je sais que 2 heures, je n'ai pas senti passer. Donc merci d'abord à la RTV pour cette occasion, cette opportunité qui nous a été offerte pour échanger sur un certain nombre de chantiers. Merci aussi au haut-commissaire et à l'ensemble de ses collaborateurs qui nous ont donc accompagnés depuis que nous sommes là. Et vraiment dire que c'est un plaisir et c'est un devoir pour nous donc de rendre compte. Et je pense qu'on aura l'occasion toujours de pouvoir en tout cas avoir ce genre d'émission pour expliquer, pour rendre compte de ce que nous faisons et permettre en tout cas que notre pays avance. Enfin, c'est de souhaiter qu'ensemble, nous puissions, tout Burkinabé, prier que le pays retrouve sa sérénité. Ce qui est important, nous ne pourrons jamais penser au développement économique sans que nous puissions avoir la paix et la sérénité. Voilà mes derniers mots. Donc, souhaiter beaucoup de paix et de sérénité à notre pays et souhaiter la concorde et l'entente entre les fils et filles de ce pays. Merci. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est ici que l'on s'arrête pour cette émission Antoine Dirac qui recevait pour vous le ministre de l'économie, des finances et du développement. Monsieur le ministre, on n'a pas eu le temps d'aborder les volets développement de votre département qui semble être le parent pauvre, sinon le grand oublié, parce que les questions économiques priment sur le développement. On aura donc l'occasion. Donc le ministre de l'économie, des finances et du développement, monsieur Lassane Kabouré, qui était notre invité avec vous, nous avons passé donc en revue les défis qui s'imposent à l'économie burkinabé dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Le ministre Kabouré était accompagné à l'occasion de plusieurs de ses collaborateurs, dont les 2 ministres délégués, Mme Edith Yaka en charge du budget et Mme Pauline Zouré chargée de l'aménagement du territoire. Il y avait également plusieurs de vos directeurs généraux et centraux. Je vais citer le DG des douanes, le DG des impôts,